Ok, bon ben, on va peut-être passer à l'attaque. Je me présenterai rapidement après. Juste un petit disclaimer sur la journée de ce soir. En fait, ce soir, je suis là vraiment pour vous. Donc le but, c'est que de cette conf, ça puisse partir dans n'importe quelle direction selon ce que vous en attendez. Je vous ai préparé un petit truc qui s'appelle une rétrospective du web. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce soir, c'est Maurice qui paye sa masterclass. Donc Maurice, je vous explique rapidement qui c'est. Ouais, ok. Maurice, en fait, c'est un mec qui vient de réaliser un truc, il est sur le marché de l'info. Et puis, vous tous dans cette salle, vous êtes un peu des Maurice. Alors, Maurice, ici, vous savez, vous avez compris la référence, c'est la petite pub de Maurice qui pousse le bouchon un peu loin. Désolé, j'ai aucun humour, c'est de pire en pire. Ça passe très bien. Ouais, ça passe bien, ok, super. Ouais, en fait, j'aime bien commencer ce talk par juste vous rappeler un petit truc en fait, dont on ne se rend pas assez compte. C'est que vous tous là qui êtes dans cette salle, on a une chance qui est incroyable. Alors tu vois, on disait, moi je viens de CPE à Lyon, c'est une école de chimie et d'élec à la base. Et je me rends compte du nombre de potes qui sont en train de changer de carrière pour faire des trucs qu'ils n'aiment pas parce qu'ils n'ont pas de taf dans leur champ. Parce qu'ils sont obligés de se casser à l'étranger dans des pays où ils n'ont pas forcément envie d'aller parce qu'il n'y a pas de job en France. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas du tout dans cette situation. Vous êtes dans le secteur qui est le plus en crise du marché parce qu'il n'y a pas assez de monde. Vous êtes dans le seul secteur qui est encore plus en crise parce qu'il n'y a pas assez de bons dans le domaine. Vous allez choisir votre job. Vous n'allez pas être au chômage avant un bon bout de temps. Et en plus, c'est un secteur qui n'est pas prêt de se tarir. Voilà. Donc, j'espère que vous vivez déjà ce truc-là, que vous vous rendez compte à quel point vous avez de la chance, parce que si vous faites tout le panel de tous les secteurs, que ce soit de l'ingénierie ou autre chose, vous verriez que en fait, vous êtes déjà au top au niveau du secteur. Mais ça implique de faire les choses consciemment, parce que si demain vous allez choisir votre job, le premier truc qui est important, c'est déjà de savoir comment les choisir. Et puis, en fait, il y a quand même une grande offre sur ce marché-là. Comment est-ce que vous allez vous lever le matin? Comment est-ce que vous allez bosser? Comment est-ce que vous allez cultiver votre niveau et créer votre chemin de carrière? En général, j'aime bien raconter une petite anecdote qui est hyper simple. Qui n'a pas vu tous les Star Wars ici? Ok, sortez s'il vous plaît. Qui n'en a vu aucun? Non, c'est pas possible. Bon, je ne vais pas faire cette anecdote, alors on va plutôt passer à autre chose. Non, il y a une vraie question, c'est qu'en fait, demain, vous allez entrer sur un marché. Vous allez arriver dans le monde de l'informatique, mais en fait, ce monde-là, il a déjà une histoire. L'info, ça fait plus d'un demi-siècle qu'il y en a et qu'elle s'impose. Demain, vous allez avoir une responsabilité qui est énorme, c'est d'en écrire la suite. Et cette responsabilité, en fait, elle va vous nécessiter de regarder un petit peu en arrière. Donc aujourd'hui, cette masterclass, c'est vraiment, pour être capable de revenir un petit peu en arrière, de vous donner un petit goût de ce qui se passe derrière, et qui, j'espère, vous permettra de mieux apprécier la suite. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer, c'est qu'il y a un truc qui est hyper important de nos jours. La génération Y et les millennials, ceux qui arrivent, qui sont nés à 95 et après, on a envie de bosser de façon un peu différente. Vous devez déjà vous en rendre compte peut-être avec certains de vos profs, on ne se comprend pas toujours. Vous, quand je vous demande ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de bouffe gratos, vous avez envie d'avoir un job avec des salles de sieste, avec des tableaux Marvel au mur, vous avez envie d'avoir un impact. Et en fait, toutes ces choses-là et toutes ces notions-là, ce n'est pas présent dans toutes les boîtes. Pour être capable de vous hisser dans ce genre d'environnement, ça va impliquer que vous vous responsabilisiez et que vous vous réveillez aussi un petit peu. Donc, comprendre votre chance, ça c'est déjà fait, je l'espère. Mais demain, la question c'est
pourquoi vous vous levez le matin et comment est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour cultiver votre profil demain. Et de commencer à vous responsabiliser le plus tôt possible, c'est-à-dire peut-être déjà aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu l'introduction qui disait beaucoup de trucs. Donc on va vite passer à ça. Je me présente rapidement. Je m'appelle Loïc. Je suis le CTO de JogMaps. C'est un concurrent français de Google Maps. Je vous donne ma carte d'identité geek. Moi, ce que j'adore, c'est le dev à haute perf, l'archi. Je suis full stack parce que j'ai bouffé pas mal de différentes technologies. Ça, c'est les trucs que je fais voilà, en ce moment et qui me plaisent pas mal. Voilà. On attaque? Ouais? Donc, ce que je vous propose là, c'est qu'on se fasse une petite histoire du web. Vous m'arrêtez quand ça vous saoule ou vous m'arrêtez si vous avez des questions. Le but, c'est que ce soit quand même un petit peu interactif. La première partie, on va voir tout ce qui a mené à la création du web que vous connaissez aujourd'hui, l'explosion de la bulle Internet. La deuxième partie, on va étudier la deuxième phase du web qui a commencé à se construire. On va regarder aussi comment c'est actuellement et les dernières fractures qu'on a vécues. On prédira un petit peu l'avenir. Et la deuxième partie de ce talk, c'est vraiment plus un échange avec vous sur ce que vous avez envie. On peut parler de vos chemins de carrière, on peut parler de techno du marché, de performance, de vos derniers TP, je ne sais pas. On peut faire, on verra. Ça vous va? Ouais. J'ai une remarque, ça semble un peu contre-intuitif de commencer à parler du web dès les années 70, non? Eh bien, on va voir, tu me diras. Mais on va même remonter beaucoup bien avant ça. On va remonter bien avant ça parce qu'on va remonter même au début du XXe siècle. Ah, qui était déjà l'UTC. De quoi? Charles était déjà l'UTC. Ah oui, 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 toi tu t'y connais, si tu veux, tu peux en parler d'expérience. Y en a qui ont déjà entendu parler des Bell Labs ici ou pas? Ouais, les Bell Labs. Alors, qu'est-ce qui était ouf dans les Bell Labs? Liberté laissée au... Ouais. Donc, en gros, les Bell Labs, c'est quoi? En fait, l'invention qui a permis d'entrer dans l'ère du XXe siècle, c'est le téléphone. Il y avait une boîte qui avait le monopole américain de tout ça, c'était AT&T, pour American Téléphone et Télégraphe. Et ces mecs-là, en fait, quand vous avez un monopole, vous avez envie de verticaliser. Verticaliser, ça veut dire que vous avez envie de posséder toute la chaîne, depuis les cerveaux qui réfléchissent, à le manufactureur qui va produire, à ceux qui déploient vos solutions. Donc en gros, dans la chaîne, ils avaient des labos de recherche, ils avaient un laboratoire qui faisait de la production, c'était Western Electric, l'ancêtre de General Electric. Bravo. Et AT&T, eux, s'occupaient de tout ce qui était déploiement des solutions. Et ces gens-là, en fait, ils avaient deux boîtes avec deux labos de recherche qui faisaient quasiment la même chose finalement. Donc ils se sont dit finalement, au lieu de se mettre en concurrence, on devrait plutôt créer un gros labo pour l'innovation. Ils ont créé les Bell Labs. Quand les Bell Labs apparaissent, vous êtes un petit peu dans le climat idéal. On n'a pas du tout les problématiques de time to market qu'aujourd'hui. On a des gens qui ont le monopole, donc qui ne sont pas très inquiétés. Donc quand vous êtes chercheur au Bell Labs au début du XXe siècle, vous avez des fonds et vous avez du temps. Donc c'est un peu les SpaceX et Google X de l'époque. Ce qui est génial, c'est que les Bell Labs, c'est plus de 30 000 brevets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30 000 brevets, c'est gigantesque. Vous connaissez un peu les inventions qu'on doit aux Bell Labs? Ouais, le C, le satellite, le DSP, le capteur solaire, le réseau cellulaire, le laser, le transistor. Donc en fait, la plupart des grosses inventions qui ont transformé la manière dont on automatise tout ce qui existe, vos équipements, etc., on doit se passer aux Bell Labs. Et effectivement, on peut parler de deux personnes que vous connaissez sûrement, Ken Thompson et Dennis Ritchie. Alors Ken Thompson, il arrive en 1966 au Bell Labs et lui, il est là pour bosser sur un projet OS avec une université. Ce projet ne fonctionne pas et du coup, Dennis Ritchie se dit « Putain, en fait, il y a vraiment des trucs à faire côté OS ». À l'époque, les ordis, c'est un PDP-7, une belle bête avec 4 kilo-octets de mémoire et un cycle horloge inférieur au mégahertz. Une fréquence, donc cycle horloge d'1,75 microsecondes. Et il décide de créer en 1969 un OS qui s'appelle Unix. Si vous aviez un OS en 1969 qui avait un beau shell, qui était plutôt révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait à l'époque, et que vous étiez une boîte derrière, qu'est-ce que vous auriez fait? Ouais, vous l'auriez commercialisé.
Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ouais, mais devenir un standard à une époque où tu n'as pas beaucoup de concurrence, tu as plutôt envie d'amener ton monopole. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que les Bell Labs, alors, à la fois, ils avaient une patte qui était assez open source, donc ils avaient envie de partager des choses qui étaient assez grandes, mais pour ce cas particulier, ils n'ont pas eu le choix, en fait. Ils ont signé un décret fin des années 40 avec le gouvernement américain qui forçait AT&T à ne pas commercialiser quoi que ce soit qui ne soit pas en rapport avec la technologie cellulaire ou les appliances militaires. Donc en gros, tout ce qui sortait du secteur militaire ou de la communication n'était pas exploitable commercialement par ces boîtes-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de le distribuer aux universités qui s'en ont alors emparés. Et imaginez à quoi ça ressemblerait aujourd'hui si ça n'avait pas été le cas. Quelques années plus tard, il décide son collègue avait inventé un langage qui était sympa, qui s'appelait le B. Et puis il a décidé d'ajouter quelques trucs, notamment le typage de la donnée. Et vu qu'il était hyper inspiré pour le nom, il a appelé ça le C. Voilà, merci les gars, super inspiré. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce slide? Début des années 70, on commence à avoir un système d'exploitation et un langage qui va permettre aux masses de pouvoir commencer à programmer sur des équipements de façon un peu plus simple qu'avant, parce que c'était beaucoup d'assembleurs. Vous allez voir, durant l'exposé, on va toujours jongler entre le monde du réseau et le monde matériel et software, parce que c'est un petit peu le fait que tout se soit rejoint qui a créé Internet. Début des années 70, et du coup ça va répondre un peu à ta question, le gouvernement... Alors, 1957, les Russes lancent leur premier satellite qui s'appelait Sputnik. Les Américains, on est dans un contexte d'après Seconde Guerre mondiale, ils sont hyper effrayés, ils se disent « Attendez, ils sont en train de prendre de l'avance sur la recherche militaire. Ils ont peur d'un truc, c'est un conflit nucléaire, enfin un problème nucléaire sur leur sol. » La notion de réseau informatique en 1970 n'existe pas. Okay, donc un ordinateur, c'est quelque chose de standalone, qui ne peut pas communiquer avec une autre entité. Donc, ils sont dans quelque chose qui est hyper centralisé et ils ont une peur bleue d'une attaque sur leur sol. Ils décident de créer un laboratoire de recherche qui va s'appeler le DARPA, dont l'ARPANET sera un des projets. Le principe de l'ARPANET, ça a été d'imaginer une typologie de réseau qui permettrait d'avoir une certaine redondance de leur centre opérationnel. Alors des types de réseaux, il y en a plein, je vous ai mis des exemples. Le réseau centralisé, vous avez ce qu'on appelle un SPOF, Single Point of Failure. Si je lance un missile au milieu, plus personne communique. Vous avez des réseaux décentralisés où vous avez plusieurs nœuds qui sont dans des espèces un peu comme du pollen. Vous avez des petites sphères, mais finalement, vous êtes capable d'isoler des unités. Le réseau idéal, c'est quoi? C'est celui qui ressemble à une toile d'araignée, c'est le réseau distribué. Fin des années, mais je crois que c'est en 1969, ce truc, ça s'appelle un IMP pour Interface Message Processor. Ce truc-là, c'est votre premier routeur. Un peu plus gros que Voxbox, vous conviendrez. Ce truc-là, il y a un lien qui est établi entre UCLA et, je ne me souviens plus du nom de l'autre université, c'est Stanford, je crois. Et ces deux universités-là vont créer le premier réseau informatique en 1969. Ils vont échanger le premier message. Pour info, le premier message qui a jamais été envoyé, ça devait être login. Et le système a craché après 2 lettres. Donc le premier message jamais envoyé sur Internet, c'est LO. C'est mes initiales. Hyper facile à retenir. L'année d'après, en 1970, 2 autres écoles commencent à se rajouter au réseau. Donc Internet, en 1970, c'est 4 ordinateurs. UCLA, Stanford, UCSB et le MIT. Ensuite, au cours des années 70, comme quand vous allez créer un nouveau paradigme, il y a plein de concurrence qui va s'établir. Donc, vous allez avoir plein de typologies différentes de réseaux qui vont se créer. Donc, vous avez SATNet, CSNet, MINNet, NSFNet, donc plein d'espèces de réseaux hybrides avec des protocoles propriétaires différents qui commencent à connecter des choses entre elles. Bob Kahn, à qui on doit notamment l'invention de TCP/IP, va lui aussi énormément aider
à démocratiser ARPANET et à faire en sorte qu'il dépasse le contexte universitaire et militaire. On a les premiers essais de communication grande distance au milieu des années 70. Il y a un premier lien qui est effectué avec l'University of London via un lien SATNet. Ça va? Donc, années 70, fin des années 60, début des années 70, on a d'un côté du software qui commence à permettre de faciliter les développements de logiciels, avec un shell notamment, Unix. Et on a d'un autre côté la notion de l'ordinateur, c'est quelque chose qui doit pouvoir communiquer avec l'extérieur. Dans les années 75-80, on commence à avoir une espèce de course à l'instrumentation de ce qu'on appelait le microcomputer. Vous connaissez Bill Gates. Bill Gates, il a été connu parce qu'en 75, il avait réussi à faire un interpréteur basique sur un Altair 8800, je crois. Du coup, pour l'occasion, il a fait une très très belle démo. Il a décidé de créer une boîte qui s'appelait Microcomputer Software, qui renommera ensuite en Microsoft. Et il s'est très rapidement imposé. Dans les années 80, en fait, il va réaliser le deal du siècle avec IBM. IBM voulait lancer le IBM Personal Computer, ce qui donnera son nom au PC, en fait. C'est Microsoft qui va s'en occuper, qui va s'occuper de créer un OS pour ça, qui sera MS-DOS. Voilà, vous avez 3 typologies d'ordinateurs à cette époque-là. Vous avez ce qu'on appelle le mainframe. Vous savez ce que c'est un mainframe? En gros, vous avez vu la taille des ordinateurs de l'époque. Donc un ordinateur, ce qu'on appelle un supercalculateur à l'époque, c'était un ordinateur qui avait une certaine puissance de calcul. Ça nécessitait beaucoup de transistors, mais les transistors, ce n'étaient pas des choses chimiques à l'époque, c'était des choses actives, c'était des lampes qui chauffaient énormément. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait dans des espèces de gros congélateurs. Vous ne faites pas travailler forcément vos scientifiques dans des congélos toute la journée. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des liens série avec des consoles dans d'autres salles, et du coup, vous n'aviez que des clients bêtes qui allaient communiquer, et tous les calculs étaient effectués par le mainframe. Okay? Aujourd'hui, vous voyez encore énormément ce concept. Vous avez le concept de terminal dans Linux. Vous avez aussi, je ne sais pas s'il y en a qui sont gamers ici, mais vous avez vu que maintenant Steam fait des jeux vidéo où vous allez streamer les commandes, et derrière, tout est calculé vers un ordinateur dans le cloud. Donc ce concept-là de terminal et de mainframe existe toujours aujourd'hui. L'ordinateur personnel, donc là, c'était un peu une ruée de tous les magasins d'électronique. IBM, c'est un manufactureur de cartes perforées à la base. Dans les années 70, en fait, vous avez plein de mecs comme vous et moi, plein d'étudiants qui vont se mettre à aller créer leur propre ordinateur avec des composants dans leur garage. Et vous avez des boîtes d'électronique qui vont commencer à chacune être en train de vendre leur ordinateur, parce que le rêve à l'époque, c'est que tout le monde puisse disposer de ces supercalculateurs-là chez lui. Et le dernier, c'est les workstations. La workstation, c'est quoi? C'est ni un PC, ni un mainframe, c'est un petit peu entre les deux. C'est un ordinateur qui est plus puissant qu'un PC, qui est fait pour communiquer avec les autres. Donc lui, il naît pour être capable de communiquer avec d'autres ordis, et potentiellement pour une utilisation en entreprise. Et sur ce secteur-là, à la fin des années 70, il n'y a pas grand monde et il n'y a pas beaucoup d'innovation. Il y a un gars qui s'appelle, je n'ai pas noté son nom, c'est dans les commentaires, Andy Berchtolsheim, c'est le créateur de Sun Microsystems, qui se casse de Stanford et qui décide de monter, il avait monté un ordi en université et il s'est dit, dans les mainframes, dans les workstations, j'ai quelque chose à faire. Il décide de monter une petite boîte qui va appeler Sun Microsystems, qui va s'imposer à une rapidité fulgurante comme le leader du marché de la workstation. Donc la Sun One, qui était un dérivé de l'ordi qu'il avait monté, c'était un Motorola 68000 qui avait 10 MHz avec 256 kg de RAM et 32 kg d'EPROM. Déjà, ces choses-là étaient capables d'interagir sur des protocoles série pour être capables de communiquer entre deux ordinateurs. Donc, début des années 80, on commence à avoir des ordinateurs qui sont beaucoup plus réduits, ce qui permet d'augmenter leur présence dans des entreprises. On commence aussi à avoir besoin, ce qui fait la force d'un ordinateur à l'époque, c'est les logiciels que vous livrez avec. Et ces logiciels-là, il va falloir de la
de la comptabilité, il va falloir du traitement de texte, des choses comme ça, et potentiellement des choses qui ont besoin de fonctionner en réseau. Du coup, cette concurrence-là, elle ne pouvait plus trop durer. On ne pouvait pas avoir 150 000 types de réseaux différents avec des réseaux propriétaires, etc. Donc en général, vous avez toujours une bataille entre plusieurs géants et à la fin, il y a quelque chose qui se standardise. Donc il y a des protocoles qui vont émerger. Il y a encore des guerres qui subissent sur le transport, Ethernet, Token Ring, ArcNet. Et je vous ai mis un petit peu les chiffres du nombre de nœuds connectés à ARPANET pour vous donner un petit peu l'idée de comment ça a évolué. Donc 84, on avait 1000 nœuds, 87, 10 000, et 89, on avait déjà 100 000 nœuds. Ça va pour tout le monde? Je ne vous ai pas tous paumés? C'est bon? Là, maintenant, on va commencer à parler de choses que vous devez un petit peu plus connaître. Donc, si vous avez vu, années 80, on commence à démocratiser l'idée de réseau, on commence à connecter plein d'ordinateurs, on a plein d'ordis qui commencent à sortir, le Macintosh, c'est 1984, on a plein d'ordinateurs personnels IBM et MS-DOS qui commencent à vraiment s'imposer sur le marché. Donc, fin des années 80, d'ailleurs, vous savez d'où ça vient Internet ? Internet, ça vient des années 70 en fait. Vous savez, quand vous aviez plein de réseaux différents, l'idée, c'est Bob Kahn qui a démocratisé ce nom. Il s'est dit, ce serait génial de pouvoir avoir quelque chose qui permet de communiquer sur plusieurs protocoles, de faire de l'internetworking, internetworking, internet. Donc l'idée, c'était je peux communiquer d'un réseau SATNet à CSNet, à ARPANET, à des signaux de fumée et être capable d'échanger les informations de la même manière sur ces réseaux hétérogènes. Et en fait, au fur et à mesure que l'Internet se déploie, ça se déploie surtout dans des centres de recherche, surtout dans des universités. Et qu'est-ce qu'on a à la fin des années 80 comme moyen de communiquer ? On a l'email qui a été inventé en 1972. Les newsgroups, qui sont le moyen le plus efficace de communiquer. Pourquoi? Parce que l'email, c'est du one-to-one ou du one-to-many. Le newsgroup, ça vous permet de faire un broadcast, d'avoir quelque chose qu'on est capable de lire publiquement. Et après, qu'est-ce que vous avez d'autre? La communication entre un client et un serveur, via des sockets, via un protocole, via des logiciels. Donc, en fait, on est hyper limité sur notre moyen de communiquer et de faire transmettre de l'information. Bonjour. Du coup, Tim Berners-Lee, qui est un chercheur au CERN, vous savez, à la frontière franco-suisse, il commence à rêver de quelque chose qui permettrait d'être utilisable de partout de la même manière. Son rêve, c'est quoi ? Son rêve, c'est de pouvoir accéder à de l'information de n'importe quel endroit au monde. Qu'une information soit publiée et qu'elle soit disponible, que vous soyez sous MS-DOS, que vous soyez sous Unix, que vous soyez sous Macintosh, que vous puissiez avoir cette information digérée et accessible de la même manière. Son idée là, c'est du coup de créer quelque chose qui va au-delà du texte, parce que l'email, c'est quelque chose de très textuel, les newsgroups, c'est la même chose. Qui soit universel, donc que je puisse visualiser de la même manière sur tous les OS. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée l'HTML. Donc il crée un langage de markup. Alors je vous ai mis, d'ailleurs, le World Wide Web, c'est le nom du premier navigateur en fait. Et ça, c'est le premier navigateur. Donc le premier navigateur qui s'appelait World Wide Web, c'était à la fois un visualiseur et à la fois un éditeur. Parce qu'en fait, c'était surtout destiné aux chercheurs, pour qu'ils soient capables de pouvoir insérer des choses. Donc, ils avaient la bibliothèque de tags qu'ils pouvaient utiliser, puis ils cliquaient sur un bouton et ils étaient capables de voir ce que ça faisait à gauche. Son idée, à Tim Berners-Lee, c'était, il trouvait ça hyper intéressant du moment où on était capable de pouvoir passer d'un contenu à un autre contenu hyper facilement. D'où la notion de lien hypertexte. Donc, en fait, son rêve, c'était vraiment la toile. C'était vraiment d'être capable de pouvoir avoir un fil d'information continue qui permettrait de lier une information à une autre dont on pourrait accéder hyper facilement de proche en proche. C'était ça sa vision de l'Internet à l'époque. Vision hyper intéressante, Robert Caillot rejoint ce projet et se dit que ça va vraiment être énorme. L'HTML, vous savez ce que c'est, hein, d'accord ? C'est juste un langage de markup qui était hyper simple et qui vous permettait d'afficher de l'information. C'est un langage qui est hyper statique. OK ? On va parler
Alors, on va parler. Je vous fais ça dans quel ordre? OK. 2 ans après, on a des gars qui bossent dans un laboratoire universitaire qui s'appelle NCSA. Ces gars-là, ils s'appellent Mark Andreessen et Jim Clark. Ces mecs, ils entendent parler du World Wide Web et ils vont développer le premier navigateur grand public. Le premier navigateur grand public, il s'appelle Mosaic. Et il est là. Ce navigateur fait un succès fou. World Wide Web, c'était un éditeur et un visualiseur, donc ce n'était pas génial. Et c'est là que les entreprises vont vraiment commencer à s'intéresser à l'Internet en tant que plateforme qui peut apporter du business. OK, à cette époque-là, Internet, personne n'a de site Internet, il n'y a rien. Il y a des contenus scientifiques et on commence à dire, OK, ben moi, je voudrais bien faire un site pour vendre des trucs, je vais appeler ça Amazon. Et c'est en 93, je crois, où ils déposent le site amazon.com, par exemple. Donc c'est à cette époque-là que les gens se disent, nous, industriels, on aurait peut-être intérêt à regarder cette plateforme parce qu'il y a peut-être un avenir et des moyens de faire du business un peu plus globalement de cette manière-là. Du coup, Mosaic aide énormément ça. Et ces mecs-là, du coup, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent NCSA, il n'y a pas d'avenir ici. Donc, ils se cassent et ils vont monter une boîte qui va s'appeler Mosaic Communications Corporation. Ils ne vont pas pouvoir garder le nom de Mosaic. Donc, leur boîte va s'appeler Netscape Communications Corporation. Tiens, si vous voulez un petit truc sympa, pendant qu'ils cherchaient le nom de Netscape, la légende raconte que le code source de leur projet, le nom de code était Mozilla. Mozilla pour Mosaïque et Godzilla, parce qu'ils allaient bouffer Mosaïque. Ils sortent Netscape Navigator, et Netscape Navigator fait un succès fou auprès du grand public. Il est dispo pour toutes les plateformes. C'est le premier navigateur qui fonctionne vraiment bien, et les entreprises commencent à vraiment se mettre dessus. Je vous fais un petit parallèle et après je reviendrai en arrière sur tout ce qui est Patrick Norton, James Gosling, etc. Mais en gros, au début des années 90, vous savez que Microsoft sort aussi Windows 95, qu'il y a MS-DOS qui commençait à être de plus en plus populaire dans les foyers et dans les milieux pro. Et eux, ils vont sortir aussi leur propre navigateur magnifique qui s'appelle Internet Explorer 1.0. Sauf que ce navigateur, tout le monde s'en branle parce qu'il y a Netscape. Du coup, ils vont faire quoi? Un Internet Explorer 2.0. Tout le monde s'en branle, il y a Netscape. Internet Explorer 3.0. Tout le monde s'en branle, il y a Netscape. 4.0, même combat. Du coup, Microsoft commence à se poser la question de comment est-ce qu'on peut récupérer notre modèle. Et quand ils sortent Windows 95, ils font quelque chose d'hyper fin. Microsoft décide d'installer Internet Explorer directement dans le système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle de la vente liée. Ce qui va valoir à Microsoft le plus grand procès antitrust de l'histoire, qui a failli tuer Microsoft. Mais au final, le problème, c'est que Microsoft va gagner sa guerre. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Netscape, qui eux ont essayé de se diversifier en ajoutant une suite logicielle avec des logiciels de messagerie, etc. Windows, ils les ont bloqués sur leur marché en installant tout de base leurs produits qui étaient moins bons, moins performants, mais qui étaient là. Et du coup, fin des années 90, Netscape va déposer le bilan et dans un dernier souffle, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident d'open sourcer tout leur code, qui renaîtra quelques années plus tard sous le nom de code Mozilla. Je reviens au début des années 90, dans la Silicon Valley, où notamment un gars qui s'appelle Patrick Norton bosse sur des systèmes embarqués. Il a pour mission, donc ce mec était hyper intelligent et il voulait se casser de Sun, en fait, pour être honnête. Et on lui a dit, écoute, voilà, on a ce nouveau projet qui peut être intéressant. On sait que vous avez beaucoup de frustration avec le C et le C++. Ce serait intéressant de réfléchir à une autre plateforme plus portative pour l'embarquer. Donc, il va créer un projet qui va s'appeler The Green Project, qui sera renommé ensuite en projet furtif, pour créer un langage qui s'appelle Hawk. Ce langage, son but, c'est quoi? C'est qu'il soit portatif. Au début, c'était fait pour être sur l'ancêtre du PalmOS, en fait. C'est l'ancêtre d'un assistant personnel. Le problème de ça, c'est que vous avez beaucoup de constructeurs, et les constructeurs différents, s'ils doivent implémenter à chaque fois toute votre compile chain, toute la complexité du C, c'est complexe. Donc leur rêve, c'était quoi? Que les développeurs puissent penser qu'à
une seule chose et que derrière, vous ayez une machine virtuelle bas niveau qui vous permettrait d'assurer la portabilité par rapport à chacun des devices. Donc ça, c'était le rêve de Hawk. Pendant 1 an et demi, il développe ce langage et les marketeurs présentent ce projet-là et on dit ça ne marchera jamais. Le projet est un échec. Il décide de rediriger Hawk sur un nouvel appel d'offres pour la Time Warner pour créer un espèce de boîtier numérique. Ce n'est pas l'ancêtre de la télévision numérique, mais presque. Ils vont perdre cet appel d'offres. Donc en fait, fin des années 92, ils ont cette espèce de super langage qui permet d'être portatif et de faire des trucs de façon un petit peu complètement abstraite, beaucoup plus simple, qui propose une gestion automatisée de la mémoire et pas mal de choses comme ça. Mais ils ne peuvent rien en faire. Et Patrick Norton passe un week-end et il entend parler un petit peu du World Wide Web et il s'amuse à coder un navigateur. Parce qu'on est d'accord, c'est tout ce qu'on faisait à l'époque quand vous faisiez chier un week-end, bah vous codiez un navigateur. Voilà. Mais en fait, ça lui donne une idée parce qu'il revient le lundi et puis il dit à ses gars, OK, en fait, le web, ce truc-là qui est en train d'exploser, de devenir vraiment gigantesque, bah, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Ils essayent de présenter de l'information d'une manière universelle, peu importe la plateforme. Ils essayent d'abstraire la complexité de la gestion, de la sécurité, de la mémoire, etc. pour présenter du contenu riche à des utilisateurs. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont implémenter un navigateur à eux qui va s'appeler WebRunner. Et ce navigateur-là, ils vont l'annoncer à la Sun Conference et ils vont annoncer en même temps le langage qui s'appellera Java. Le Java sort en 1994. Et donc, si on reprend, quand les entreprises commencent à s'intéresser au web, je suis désolé, à chaque fois ça revient un petit peu en arrière, hein, j'espère que ça ira. Quand vous commencez à vous intéresser au web en tant qu'entreprise, le problème du web, c'est quoi? L'HTML, ça ne bouge pas, c'est hyper statique. Comment est-ce que je peux créer un système où mes utilisateurs vont acheter sur Internet? Comment est-ce que je peux créer un système où je crée un parcours spécial pour mon utilisateur? J'ai besoin d'avoir quelque chose qui va me dynamiser un petit peu Internet, qui va le rendre plus riche. À cette époque-là, un navigateur ne sait faire qu'une chose, de l'HTML. Donc on est dans un monde où JavaScript n'existe pas, où le CSS n'existe pas, où vous n'avez que ce truc-là en output. Donc, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, les ancêtres Amazon, etc., ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils faisaient des moulinettes en C pour être capables de pisser de l'HTML dynamique. Okay? D'ailleurs, PHP, c'est comme ça que ça a commencé. PHP, ça sortira véritablement des bacs en 97. Quand Java sort, en 94, c'est le seul moyen au monde de faire des interfaces riches dans un navigateur. Pourquoi? Parce que les mecs se sont dit, nous, on va créer un navigateur qui n'exécute pas de l'HTML, mais qui exécute un applet Java. Et on va vous créer ces navigateurs-là de partout. Il y a autre chose qui va aider Java à exploser, c'est que Netscape, quand ils vont voir la sortie de Java, ils vont dire, prochaine version de Netscape, on supportera nativement l'applet Java. Donc en gros, si vous vouliez faire une expérience dynamique avec une interface riche dans un navigateur, soit vous tapiez du C à la main, parce qu'il n'y avait pas de PHP, il n'y avait pas d'ASP, il n'y avait pas de C#. Vous étiez dans un monde entièrement à la mano. Soit vous faisiez du Java. Du coup, engouement énorme pour la plateforme Java. Alors, il y a un autre truc qui se passe, c'est que du coup, un des gars de Netscape Communications Corporation, que vous devez probablement tous détester sans même le savoir, qui s'appelle Brendan Eich, bossait sur un langage de scripting côté serveur qui s'appelait LiveScript. Et Netscape voulait enrichir son navigateur HTML de possibilités de scripting, parce que ça manquait cruellement en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre LiveScript et ils vont le mettre dans le client, sous le nom de JavaScript. Donc c'est à cause de Brendan Eich, d'accord, de ce con que vous avez JavaScript dans un navigateur. Vous le saurez, maintenant vous avez le nom. Quand JavaScript sort, c'est quand même quelque chose de très très bidouillé, d'extrêmement buggé, d'extrêmement lent. Donc en fait, vous allez quand même avoir un engouement énorme vers la communauté Java. Pourquoi est-ce que Java séduit les développeurs quand il sort?
Parce que vous avez sur le marché beaucoup de développeurs C. Donc la syntaxe est très très proche du C. On vous propose une gestion simplifiée de la mémoire et de beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'est le seul moyen de faire des interfaces riches sur le web. Au cours des années 90, vous voyez l'essor. 92, on avait 1 million de nœuds. En 2000, à l'explosion de la bulle Internet, on a 368 millions d'ordinateurs connectés. Boum. OK? Ça vous va pour la première partie? Donc ça, c'est l'ensemble des choses qui ont lié à l'avènement du web. Pas de questions sur cette partie, ça va? Si, quand tu parlais de ce qu'a fait Microsoft pour Internet Explorer, est-ce que c'était les accords qu'il avait avec le constructeur pour mettre la version de MS2 dessus, ou est-ce que c'était sa suite qu'il installait directement? C'est sa suite qu'il installait dessus. La vente liée, il l'a fait encore, Microsoft, tu le vois. Hein. Ouais. Donc non, quand je parlais de ça, je parlais vraiment du fait d'installer à la fois les Outlook Express et les Internet Explorer 5 dans les solutions Windows à la base. Donc ça y est, 2000, on a une explosion du web. Les gens ont compris qu'il faut avoir leur présence sur Internet et qu'il y a du business à se faire sur Internet. Donc, on a besoin d'outils, d'accord? On ne peut plus faire du C à la main qui va générer de l'HTML. Donc, rappelez-vous, on avait quoi? Deux moyens de faire de l'interface riche dans un navigateur. Soit la destination du navigateur, c'était les langages du navigateur, donc HTML. J'ai des craies, super, merci. Ouais, j'avoue, le contraste ne doit pas être top. Donc, soit l'output, c'était des langages du web. CSS était sorti à cette époque. Donc, vous aviez ça. Donc, vous aviez une moulinette qui vous permettait de dynamiquement gérer du contenu en HTML, CSS, IJS. Ça, c'est le web dynamique que vous connaissez, PHP, Java Enterprise Edition, qui s'appelait Java 2 Platform Edition, sorti en 1999, et le framework .NET de Microsoft. D'abord l'ASP, qui sort en 1996, et ensuite la plateforme .NET au début des années 2000. Donc eux, ils ont choisi un paradigme qui disait « Moi, je mise sur les technos du web pour faire un output ». Puis il y en a d'autres qui ont dit « Nous, on trouve que la solution de Sun Microsystems, elle est intéressante, parce que ça ne va pas marcher, ce truc-là. C'est trop simple. » Donc nous, on va créer, vous aviez l'applet de Java, moi je vais créer Flash, Macromedia, racheté ensuite par Adobe, Silverlight, ActiveX côté Microsoft et l'applet de Java. Le problème de ces technos, c'est quoi? C'est que pour avoir un navigateur qui exécute du Flash, il faut que chaque navigateur implémente Flash pour l'ensemble des plateformes. Microsoft, eux, ils ont fait comme d'habitude, ils se sont dit, nous, on va être plus malins que les autres. On va avoir des langages qui vous permettent de faire des super interfaces riches et on va les mettre que dans notre navigateur. Gros échecs commerciaux. Et en fait, le pari que l'ensemble de ces personnes-là ont pris a été le mauvais. C'est-à-dire qu'ils ont boudé ce standard-là et ils ont dit on va implémenter le nôtre, on va l'ouvrir ou pas. Et en fait, l'ensemble de ces technologies sont décadentes, voire mortes. Donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on a préféré faire? On a préféré rester sur le standard du web. Donc l'ensemble des logiciels que vous développez maintenant et des web apps en général ont pour destination du code HTML. Donc l'explosion de la bulle Internet, c'est l'explosion du web dynamique. C'est aussi l'arrivée des plateformes distribuées. Donc vous commencez à avoir de la charge, beaucoup de serveurs qui ont besoin de communiquer entre eux, d'avoir de la redondance, etc. Donc on a des protocoles de communication qui commencent à se spécifier et à arriver sur le marché. En 2002, le web, lui, il continue à faire son petit chemin. Ajax, Asynchronous JavaScript and XML, le concept de l'Ajax, c'est quoi? C'est le web dynamique. Comme ça, son problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'interaction, à chaque fois que vous aviez une action, vous étiez obligé de redemander au serveur de vous calculer une page. Ça, c'est un aller-retour serveur, ça prend beaucoup de temps. L'idée, c'était de dynamiser un petit peu l'expérience en étant capable d'aller chercher juste un ensemble d'informations et à aller mettre à jour une portion de la page. Donc ça, c'est des API qui ont été piquées à ActiveX d'ailleurs, parce que le XML, les API d'Ajax étaient présentes dans ActiveX au départ.
Du coup, l'Ajax a été... Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vous ai paumé ou je peux vous revenir un peu en arrière? Je vais vous dire un truc cool. Vous savez, quand ils ont fait JavaScript Netscape, bah, en fait, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Un reverse engineering. Ils ont appelé ça JScript. Et du coup, Netscape, pour garder un peu la propriété de leur langage, ils ont décidé de le faire standardiser. Ils sont allés voir une fondation de standardisation qui s'appelle l'ECMA et ils l'ont standardisé sous le nom de ECMAScript. Et du coup, vous voyez souvent ES, ES6, ES 2015. Et en fait, ES, c'est la spec. JavaScript est une implémentation de la norme ECMAScript. Voilà, pour la petite partie histoire. Donc, en fait, l'Ajax, ça arrive dans l'ECMAScript en 2002 et ça nous permet enfin de se dire bah, je suis peut-être plus obligé de recharger la page. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, le JavaScript n'est pas un langage qui est performant. Donc, le JavaScript, c'est encore le truc où dès que vous avez un petit texte qui bouge rouge sur fond bleu dégueulasse, ça met à mal votre navigateur. Et vos PC ne sont pas hyper performants à l'époque. Donc en fait, on ne peut pas créer des applications web entièrement en HTML et en JavaScript. Ce n'est pas encore possible à cette époque. 2006, jQuery arrive et rend Ajax un peu plus buvable, permet de faciliter les manipulations du DOM. Donc techniquement, on commence à se dire « ouais, ça vaudrait le coup de se poser la question ». Mais JavaScript n'est toujours pas un langage assez performant. Mais on commence à se dire, je ne suis plus obligé de générer une page à chaque fois. Le web dynamique, il y a peut-être d'autres trucs que je peux faire. En 2008, il s'est passé une fracture technologique dont vous êtes encore en train de vivre les conséquences. D'accord ? On est encore là, dans une période qui commence à peine à se stabiliser. Et j'espère que vous en avez conscience. En 2008, on a Google qui monte sur l'estrade et qui dit, voilà les gars, on a un nouveau truc. Ça s'appelle Google Chrome. Alors, on est sur un marché où, à l'époque, on a quoi? On a Safari, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Pourquoi un cinquième acteur? Et en fait, quand Google arrive, ils disent « Ok, mais Chrome, en fait, il y a un truc qui est vraiment intéressant à l'intérieur. » Et ce truc-là, il s'appelle V8. V8, c'est le moteur JavaScript de Chrome. Le moteur JavaScript de Chrome, en fait, soyons pas dingues, Lars Bak, c'est un des créateurs de Strongtalk et Hotspots. C'est la JVM, en fait. Et ce qu'il a implémenté dans V8, c'est notamment les concepts du JIT. Vous savez ce que c'est, le JIT ou pas? Ouais, Just-in-Time Compiler. Vous connaissez le concept ou pas? Non. Vous voulez que je vous l'explique en 2 minutes? Ça, c'est genre un truc, c'est hyper intéressant à savoir. Qu'est-ce que les développeurs C vous disent souvent quand vous leur dites que vous faites du Java? Non, vous ne connaissez pas des gens comme ça? Bon, ça... Ouais, en fait, comment ça fonctionne? Le C, c'est quoi? Le C, c'est un langage où vous avez des fichiers, allez, on va dire du C++, vous avez un fichier .cpp, une classe, vous la compilez, et ça compile quoi? Des binaires, d'accord? Et ces binaires, ils sont chacun pour la plateforme. Donc, vous avez macOS, vous avez, voilà, vous avez Unix, et vous avez Windows. Allez. OK, donc c'est génial. Je compile plusieurs fois pour chacune de mes plateformes et j'ai un code qui, du coup, est exécuté directement par mon processeur. Java, bon, on a quoi? On a un Java, c'est du code source. Ces classes, je les compile en quoi? Allez, ça compile quoi le Java? Non. Alors, ça s'appelle des fichiers .class. Le jar, c'est un zip, en fait. Hein. Le jar, c'est un zip qui contient tous tes fichiers .class. Mais il y a quoi à l'intérieur? C'est du bytecode. C'est quoi le bytecode? Ah, je vous fais chier. Ça ressemble plus à de l'assembleur. OK, donc en fait, c'est un jeu d'instructions, push, pop, call, add, avec des choses comme ça, qui est proche de l'assembleur, en fait, mais qui est complètement universel. OK, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Ces .class, en général, vous les wrappez dans un jar. Hein, pour Java Archive, ce truc-là, c'est un zip qui contient vos classes et un chemin vers le main. Hein, c'est aussi bête que ça. Et derrière, ce truc-là, vous allez l'exécuter et l'interpréter au runtime par ce qu'on appelle une JVM. Une JVM, c'est quoi? Ça simule un processeur, en fait. C'est un truc qui va traduire ce code-là, qui est dans un bytecode
qui n'est pas compris par votre système en un assembleur et un code binaire qui est compris par votre système. Et les JVM, elles ont été réalisées pour l'ensemble des plateformes. Ce qui est énorme avec ce truc, c'est que du coup, vous faites votre code et vous pouvez distribuer le même packaging pour toutes les plateformes, contrairement au C où vous compilez. Et ce que disent les puristes du C, c'est « ouais, mais là, vu que tu interprètes en live, c'est plus lent, en fait. » Oui, mais non. Pourquoi mais non? Alors, déjà, c'est pas oui mais non, c'est ça dépend. D'accord? Si vous commencez à faire du bas niveau et du traitement d'imagerie médicale avec de la JVM, je vais vous dire que vous êtes juste trop con. Par contre, en fait, dans la JVM, il existe un truc qui s'appelle le JIT. Le JIT, ça veut dire Just in Time Compiler. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple. Je suis Amazon. Et le vendredi soir, j'ai la rubrique DVD qui est vachement utilisée. Et ce qui va se passer, c'est que grâce à des heuristiques, le JIT va comprendre l'utilisation que vous faites dans l'appli. Et il va détecter des points chauds. Donc il va dire, j'ai souvent ce chemin-là qui est effectué dans votre appli. Donc ce chemin-là, ça peut être, j'appelle telle méthode avec tels arguments, qui appelle telle méthode, qui génère telle boucle, qui appelle telle méthode, etc. Et ces choses-là, il va détecter qu'elles sont systématiques et il va les optimiser, non seulement en les compilant à chaud en natif, donc en interprétant plus code, mais en plus en réalisant des optimisations. Vous faisiez A, B, C, D avec une boucle sur E pour avoir F et retourner G, et en fait, il va faire ça. Et vous avez passé de A à G. Donc en fait, et ça, c'est ce qui vous booste des performances de façon complètement drastique dans une application. Le deuxième avantage de ça, c'est que le samedi matin, c'est plus la rubrique DVD, mais c'est la rubrique livre qui est vachement utilisée. Le JIT, en fait, va considérer que ce point chaud n'est plus valable. Il va décompiler ce code, il va se remettre à l'interpréter et il va aller compiler à chaud d'autres bouts de votre application. Votre application Java, elle vit en fonction de son utilisation. C'est pour ça que Java est un langage qui est extrêmement difficile à benchmarker, parce que selon l'implémentation du JIT, selon la version de la JVM, et selon l'utilisation que vous en faites, votre appli n'est pas du tout la même. Et c'est pour ça que Java, par exemple, sur des implémentations d'algorithmes tels que, Fibonacci, etc., elle défonce le C, parce qu'en fait, il dégage les boucles, il vous donne direct le résultat. Ok, donc en fait c'est ça le JIT et c'est une des choses qu'ils ont implémenté dans. Ça fait beaucoup plus de choses. Je suis extrêmement réducteur, mais en gros voilà, comprenez, ça compile des bouts de code à chaud et ça réalise des optimisations sur votre bytecode. Voilà, et ces choses-là en fait, ça permet à Google enfin d'avoir de la performance JavaScript dans un navigateur. Quelques années après, c'est le moteur d'Unreal Tournament qui peut tourner dans votre navigateur. Donc, vous pouvez avoir des performances quasi natives en JavaScript. Donc, en fait, le dernier barreau, il a été levé. Maintenant, je ne suis plus obligé de faire du web dynamique parce que je peux faire tourner des applis directement dans mon client. Cette année-là, il y a un autre truc, il y a un autre gars qui monte sur scène, c'est Steve Jobs, et qui présente l'iPhone. Un site web, c'est plus suffisant. Maintenant, je vais avoir différents devices qui vont avoir différentes résolutions. Je vais avoir des tablettes, des notebooks, des smartphones. Et du coup, à la fois, j'ai besoin de normes qui me permettent de faire ce qu'on appelle du responsive design. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On avait un site WAP, un site web, et puis terminé. Et on gérait une résolution, ou alors on faisait une déclinaison du site avec une feuille de style différente pour chacun des trucs. C'était un cauchemar. Le XML, qui était le format adapté de tous les services web à l'époque, c'est quand même quelque chose de très verbeux. On a des devices de plus en plus itinérants, la donnée coûte cher, donc il faut qu'on réduise un petit peu les payloads. D'autant plus qu'on a aussi les gens qui commencent à avoir une empreinte numérique de plus en plus lourde. Au début des années 2000, c'est vos parents qui utilisaient Internet dans un contexte uniquement professionnel. Mais en fait, après 2005, tout le monde utilise Internet pour tout. Donc, vous commencez à stocker vos données personnelles, Gmail arrive, Google Maps, vous commencez à avoir Facebook. Donc, on commence à nous faire transférer de plus en plus de données sur ces réseaux-là. Donc, en fait, on a un problème. On a un énorme problème parce que le web dynamique,
on ne peut plus, parce qu'il faut qu'on fasse du custom, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on ait une expérience plus riche. J'ai besoin de faire du responsive design, mais l'avancement d'HTML, CSS et JS de l'époque ne sont pas suffisants, n'ont pas été faits pour ça. Donc en fait, les technos du web atteignent leurs limites. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des drafts qui commencent à apparaître au W3C, HTML5, CSS3, Media Queries, Flexbox, qui sont là pour gérer le design, les nouvelles balises sémantiques, les balises multimédia dans l'HTML5. Ça, c'est à partir du moment où Chrome sort, où on commence à vraiment se poser ces questions. Un autre truc hyper intéressant, c'est que du coup, si moi, je veux faire une application entièrement en JavaScript dans mon navigateur, ben, j'ai quoi à ma disposition? J'ai jQuery. Super. Bah ouais, il me manque des frameworks. Parce que quand vous développez une vraie application, bah vous avez besoin d'import, vous avez besoin de services, vous avez besoin de certains design patterns, d'injection de dépendance, de choses comme ça. Et ces choses-là, ben, on ne peut pas les utiliser dans un navigateur où vous étiez en général en train de faire des fichiers JavaScript qui étaient gigantesques. Donc on a besoin de nouveaux outils. Donc en 2008, on sait qu'on peut faire travailler les clients. Donc on va avoir un changement du paradigme du web dynamique, un retour au modèle client-serveur, où mon client va être possédé par mon client et il va aller demander des données qui vont modifier son comportement. La différence avec avant, c'est qu'avant, le client, c'était un truc que vous aviez installé sur votre ordi. Maintenant, le client, c'est un truc que vous allez télécharger dans votre navigateur et ensuite exécuter. C'est ça que vous faites. Quand vous téléchargez Angular, le code HTML et tout le JS de votre site, vous téléchargez une application, en fait. Et en fait, on a besoin de développer de vrais applis web, donc on a besoin de nouvelles technologies. Donc en 2008, il s'est passé une explosion de technologies qui permettent de répondre à ces nouveaux paradigmes. Donc vous avez plein de frameworks et de langages qui fleurissent, qui sont encore en train de fleurir et de se spécifier. Donc vous connaissez des frameworks comme Node.js. Node.js, c'est quoi en fait? Node.js, c'est V8 côté serveur. D'accord? C'est le moteur JavaScript de Chrome avec des API pour accéder aux ressources système, aux file system, gérer des serveurs HTTP ou des choses comme ça. C'est ni plus ni moins que ça. D'accord? C'est V8 plus des API. Je simplifie. Play, c'est quoi? Node.js, ce qui est cool, c'est que quand il sort, en fait, il permet à des développeurs d'avoir des résultats hyper vite et sur des choses qui sont assez performantes parce qu'il utilise du JS. Le framework Play, hyper intéressant. AK qui sort, qui est une implémentation du modèle des acteurs pour Scala et Java notamment. Et puis on a d'autres plateformes qui prennent d'autres paradigmes, des langages un peu plus système, Go, Rust. On a Scala qui existait en 2004 mais qui commence à être utilisé de plus en plus. On a Dart. Alors Dart, pourquoi je le mets? Parce que Google, il y a 3 ans, il plébiscitait Dart comme le futur des langages web, qui allait être implémenté dans les navigateurs. Donc il y avait eu un Devox par exemple il y a 3 ou 4 ans, tout le monde parlait de Dart, plein de workshops, etc. C'est le futur, Angular a été fait pour Dart, c'est génial et tout. L'année d'après, plus rien, terminé. On est dans une période où en fait vous êtes en train de manipuler des frameworks et des langages qui existeront peut-être plus dans 2 ans. Et puis on a des frameworks et des librairies JavaScript qui heureusement commencent à s'imposer, Angular, React, et puis des librairies autour pour résoudre d'autres problèmes quand on crée d'autres problématiques liées à la création d'applications. Donc maintenant, les paradigmes, ils ont changé. On veut être responsive, multi-device, on va être ergonomique, on va être simple. Rappelez-vous du voilà.fr ou du yahoo.com du début des années 2000. Vous aviez 1 million de liens hypertextes, 2-3 images de 16 pixels par 16. C'était un travail de recherche pour chercher la page à laquelle vous vouliez accéder. Aujourd'hui, c'est tellement devenu du grand public que dès qu'on se pose la question de comment je fais pour faire ça, on a déjà perdu, c'est trop tard. Et du coup, ça a donné lieu à des nouveaux jobs en fait, UX designers, des ergonomes, des gens qui sont faits pour penser à votre place sur qu'est-ce qui va être naturel pour un utilisateur. L'A/B testing, c'est un site de e-commerce qui va tester 50% de ses utilisateurs avec un bouton acheter rouge et 50% avec un bouton acheter vert. Et ils vont mesurer lequel de ces boutons va donner lieu au plus de commandes. Il y a plein de choses qui existent comme ça aujourd'hui. Donc les specs, elles évoluent et elles évoluent trop lentement parce que HTML5, CSS3 ratifié
après 2014, alors qu'on en avait besoin en 2008. Donc qu'est-ce qu'on préfère faire en général? On n'attend plus les standards, on lance une lib. 10 personnes lancent une lib et puis il y en a 2 qui vont survivre. Donc sachez-le, là c'est cool, ça commence à se stabiliser lentement autour d'Angular 2 et de React. Enfin Angular 2, Angular 4 en fait, parce qu'ils prennent du semver pour leur version. Mais en gros, voilà, ça commence à se stabiliser, mais on ne sait pas où ça va aller. Vous êtes encore dans un truc où il y a plein de technologies qui sortent et elles sont encore en train d'être éprouvées. Et c'est assez cyclique hein, dans l'histoire. Vous avez des périodes où vous avez des vraies concentrations autour d'une plateforme et d'autres périodes où vous avez des explosions. Bah là, on est un petit peu au milieu. Et on préfère devenir le standard. C'est ce qu'a fait Docker, par exemple. Docker, ils ont lancé leur produit, ils se sont imposés comme le standard de facto et ils ont standardisé leur spec derrière. Tu peux préciser l'état de standardisation? Quoi? Tu peux préciser l'état de standardisation? De standardisation. Ben, en fait, demain, on est en 2008 et là je te dis, ok, Google Chrome vient de sortir, l'iPhone vient de sortir, on a besoin de faire des applications qui puissent s'adapter à la résolution des trucs. Ben, tu vas créer un consortium de gens de plusieurs entreprises, de grandes boîtes à qui ça intéresse. Et ces gens-là vont commencer à rédiger des spécifications. Ils vont dire, OK, donc en fait, il faudrait un moyen d'enrichir le langage existant de style, qui s'appelle le CSS, qui est dans sa version 2. Il faudrait qu'on l'enrichisse de nouvelles balises qui permettraient, par exemple, via une annotation, de pouvoir restreindre l'utilisation d'une balise à une certaine résolution. On va appeler ça une media query. C'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont faire tourner ça. Les autres vont dire, ah ouais, bon, donc ça c'est le premier draft. Nous on n'aime pas ça, on voudrait rajouter ce truc. Et ça dure 6 ans. Et à la fin, ils doivent tous se mettre d'accord. Et à la fin, le consortium va décider de accepter et de le sortir du stade de draft. Et derrière, qu'est-ce que les navigateurs font? Eh ben, ils vont s'engager à implémenter cette spécification dans l'ensemble de leur version. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant? Au fur et à mesure que les drafts arrivaient, les navigateurs implémentaient chacun leur petit truc à leur sauce, d'où le fait qu'aujourd'hui encore, vous soyez en train de développer avec quand vous faites du CSS, je ne sais pas, vous voulez faire du border radius, vous faites un -moz, -webkit, etc. parce qu'ils ont implémenté ça de manière différente, qui ne respecte pas forcément le standard. Donc, c'est ce process-là. Et ce process-là, il prend du temps, en fait. Donc, en gros, tu vois un petit peu les deux, à la fois les choses qui sont hyper grandes et qui ont besoin d'être réfléchies à plusieurs, et à la fois d'autres qui disent, en fait, on va faire des chemins rapides, mais tout le monde l'a fait dans l'histoire. Regarde HD, DVD et Blu-ray. Vous allez avoir des entreprises en concurrence qui essayent de vous donner la réponse à un problème que tout le monde a. Et ils vous donnent leur réponse. Et puis après, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, c'est le marché qui décide. Google a beau être Google, il peut lancer des technos qui meurent complètement parce que le marché ne les a pas adoptés. Ouais. Tu n'as pas du tout parlé de l'option de Django, c'est parce que c'est nul à côté de Node.js. Allez, on en parle après si tu veux. On en parle juste après. Ouais. Ils ont standardisé en fait leur spec. Tu vas voir, c'était 2015. C'est hyper controversé parce qu'ils se sont imposés un peu au marché, mais ils ont standardisé leur spec. Et derrière, du coup, tout le monde peut implémenter leur spec. Mais Docker, ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Ça, c'était juste pour faire gentil et pour faire du marketing. Vous avez vu qu'ils sont en train, en fait, de refermer de plus en plus leur activité parce qu'ils ont une valeur métier qui est incroyable. Enfin, mais voilà, c'est de la demi-ouverture, ce qu'ils font. C'était un projet antérieur à Google Chrome ou c'était… c'est l'alternative libre En fait, Chromium, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le moteur V8. Chrome est open source, donc je ne sais pas exactement la différence parce que de la même manière que tu as Iceweasel et Firefox, je pense qu'ils ont les moteurs en commun et je ne sais pas ce qui change entre les implèmes. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être Chrome avec que des briques open source. Probablement. Ouais. Je sais pas. Chromium n'a pas toutes les clés d'API Google. Ok. En revanche, Firefox et Iceweasel, c'est exactement le même. C'est exactement le même. C'est juste le nom qui change. Parce que en fait, Debian ne voulait pas utiliser même les noms, juste un nom qui soit une marque déposée. Génial.
On rentre dans des jolis débats après, c'est intéressant. Ouais, c'est bon. Ouais, mais c'est pas dans les dépôts, c'est dans les dépôts non-free qui sont mis. Ok, donc là, je vous fais juste un petit récapitulatif des mots-clés tendances. C'est extrêmement réducteur et extrêmement faux, mais c'est juste pour vous donner un petit état de l'art. Mais en gros, ce qui a changé, c'est 2007, Amazon sort AWS, Google Cloud tardera pas après, Azure c'est longtemps après. Donc on commence à se dire que même la ressource serveur est quelque chose de dynamique, là où avant on était beaucoup dans le hardware et l'exploitation chez soi ou dédié à un hébergeur. Ensuite on a les smartphones qui sortent, on commence à vouloir plus d'élasticité et plus d'automatisation dans les process, donc on a la philosophie DevOps qui commence à apparaître. En 2013 c'est l'année des wearables, donc smartwatch notamment. L'année des Linux Containers et du dev hybride. Et 2015, on a énormément d'explosions de tout ce qui est robotique, IoT et continuous delivery qui ne cesse de se réinventer. Ce slide, c'est le petit pari. C'est juste pour terminer cette rétrospective. C'est en mode, on revient dans 5 ans, on se revoit et puis on voit si c'est vrai ou pas. Moi, le pari, c'est que j'espère qu'à 2025, alors ça, c'est déjà le cas en fait depuis plusieurs années, mais Twitter a été le premier, des modèles hybrides server-side rendering et client-serveur. Parce que maintenant, quand vous téléchargez une application entière dans votre navigateur, vous avez déjà dû rager 1 million de fois sur votre téléphone, vous entrez un site, vous êtes en 3G, et ça met 20 minutes avant d'afficher la homepage. Parce que vous devez télécharger un énorme payload. Vous avez toute une application côté client maintenant. Et il y a plein de gens qui font mal leur taf. Donc en fait, on va avoir des modèles hybrides. Angular 2 et React, notamment, sont conçus pour avoir des moteurs en back-end qui vont vous pré-mâcher la première vue pour qu'elle soit affichée hyper rapidement. Et derrière, va y avoir un backload de toutes vos ressources JS qui vont vous permettre de générer de l'interaction, mais vous aurez déjà eu la vue de départ. Stabiliser les technologies web, donc ça commence déjà à se faire. Mon slide date de l'année dernière. Stabiliser les technologies back-end, même si ça a été c'est fait depuis longtemps, c'est juste qu'en fait, les technologies, par exemple J2E, .NET et PHP, elles ont été conçues pour le web dynamique. Maintenant, elles vont servir à être des machines à pondre des API, en fait, à exposer des web services. Donc on a transformé un petit peu la manière dont on les utilise. Vous avez notamment l'essor des applis réactives qui changent le paradigme beaucoup plus dans ce sens. Ça, c'est aussi en train de se transformer des outils plus matures de CI et de deployment. D'ici à 2025, on risque des nouveaux types de hacks. Nous, on est en plein dedans en ce moment parce que, vous le savez, je m'occupe aussi, je fais partie du projet Hermitage entre les autres. Demain, on aura une Tesla et on va montrer aux gens tout ce qu'on peut choper comme données d'une Tesla. Il y a 20 ans, vous aviez un ordinateur fixe avec un accès à Internet sur une connexion modem. Quelques années après, il y a eu le Wi-Fi. Quelques années après, vous avez eu des ordinateurs portables. Vous avez commencé ensuite à être connecté 24 heures sur 24 via ça. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On connecte votre nounours, votre montre, votre pilule, on connecte vos chaussures. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Demain, vous aurez un pacemaker connecté. Vous avez des injections d'insuline connectées. Mais dans 3 ans, vous aurez des voitures sans conducteur. Vous allez avoir des robots ménagers qui dépasseront la taille du mini-aspirateur. Demain, vous allez avoir des nouveaux types de hacks qui vont avoir... c'est pas Skynet, mais presque en fait. Parce que le processus de standardisation, vous l'avez vu, maintenant, en fait, la sécurité, comme toujours, c'est le truc auquel on pense en dernier, longtemps après la production. Et demain, en fait, on pourra peut-être hacker le cœur de quelqu'un. Il y a plein de choses exceptionnelles qui se passent sur le big data, parce que maintenant, vous savez qu'on est capable de coder votre génome. Donc, votre génome, c'est 13 pétaoctets de données, je crois, un truc comme ça. En fait, votre génome, voilà, vous pouvez le faire coder. C'est beaucoup en Asie parce que c'est interdit en France. Donc, c'est hyper cool parce qu'on est capable de détecter, vous avez vu Bienvenue à Gattaca? On y est, sachez-y. On est capable de détecter des choses héréditaires ou des trucs dans votre génome qui peuvent être, tant de pourcents de chance d'avoir telle maladie, etc. C'est exceptionnel parce que les médecins de demain, ils pourront détecter des trucs avant qu'ils arrivent.
Ouais, mais peut-être que demain, tu paieras 3 fois plus cher ton assurance parce que tu as 87% de chance d'avoir un problème génétique avant la fin de ta vie. Peut-être que demain, tu ne pourras pas accéder au job que tu veux parce que tu as besoin d'une certaine sélection. Peut-être que demain, il y a un fou qui va arriver au pouvoir en disant que tous ceux qui n'ont pas l'allèle dominant de tel truc, il faudra les exterminer. Et que tu auras des drones qui te permettront d'accéder à ces gens-là. Enfin, je suis un peu fou, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça maintenant, parce qu'en fait, en Europe, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, bah, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On n'autorise pas ces trucs-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse ceux qui ont moins de morale avancer sur ces sujets-là, prendre le contrôle de ces trucs-là, notamment l'Asie. Et puis, en fait, nous, on ne va pas développer de compétences dans ces domaines-là et on ne pourra pas se battre pour légiférer correctement sur ces choses-là quand ce sera déjà trop tard. Et surtout, en fait, on ne se pose pas les questions éthiques du tout. Ouais. Très mal, en tout cas. Les gens sont à fond sur la technique, sur les trucs qu'on peut faire, on ne se pose pas du tout les questions. Et l'eugénisme, par exemple, ça existe déjà. Il y a 9 enfants sur 10, enfin 9 enfants sur 10 qui ont la trisomie 21 qui sont avortés. Donc, voilà. Donc, il y a des nouveaux types de hacks. Je suis hyper enthousiaste en tant que geek parce que ce qu'on peut faire avec la donnée devient de plus en plus intéressant. Mais je me dis aussi, on va avoir des articles de journaux un peu différents dans quelques années, je pense. Voilà. Donc là, c'est la fin de la rétro. Donc ce qu'on peut faire, c'est, j'ai plein d'autres slides, vous présenter de trucs. On peut parler de vos chemins de carrière, on peut parler, je peux vous donner mon avis sur les technos, je peux vous donner... Ouais, sur ta question notamment, on peut passer à ça, ça vous branche? C'était un troll, mais en vrai, tiens, en fait, en plus, c'est les trois phases d'un projet IT, c'était pour une autre presse, mais en fait, c'est intéressant. Au début, en général, quand vous gérez un projet, vous avez quoi? Vous faites un POC avec des technos pour aller vite. Okay, donc le but, c'est le time to market. D'accord? Aujourd'hui, quand vous avez une idée, c'est plus comme il y a 150 ans, où vous aviez un mec qui avait le monopole, où vous aviez du temps et de l'argent. Aujourd'hui, avec la mondialisation et Internet, quand vous avez une idée, vous pouvez être sûr d'un truc, c'est qu'il y en a 10 dans le monde qui ont la même idée que vous. Donc le premier arrivé, c'est le premier qui gagne. Donc aujourd'hui, la valeur principale, la condition de réussite sur le marché, ça va être combien de temps avant que votre solution soit sur le marché. Donc en gros, on a dû créer des nouvelles technologies qui vont aller plus vite, qui vont vous permettre de réduire votre time to market. Django rentre typiquement dans ce cas d'usage. C'est comment je peux faire des choses vite, qui sortent et qui font ce que je demande. Ça marche extrêmement bien dans la phase POC. Ensuite, il y a le développement de la solution. J'ai réussi à lever mes fonds, j'ai prouvé que mon concept marche, j'ai vendu 1, 2, 3 fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le développe de façon pérenne. Il faut que je développe une application qui soit passable à l'échelle, qui soit performante, qui soit maintenable dans le temps. Et du coup, ces trucs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir d'autres technologies, surtout. Et la dernière phase, c'est en général, vous avez vendu, ça marche bien, vous allez consolider, vous allez passer à l'échelle correctement et vous allez bosser sur la qualité de votre app. Donc en gros, vraiment, les technologies qui fleurissent depuis ces 10 dernières années, en réalité, elles vont toutes être très utiles dans un ou plusieurs de ces éléments-là. Et elles doivent rentrer là-dedans. Donc en gros, time to market, on a quoi? Rails, Django, Node.js, voilà. Les trois plateformes qui vous permettent d'aller vite et de faire un truc qui marche. OK. Le problème de ces trucs-là, c'est quoi? Rails, c'est une merde. Alors oui, attention, tout ce que je vous dis à partir de là est hyper subjectif. OK. Non, mais prenez-le en tant que tel. C'est-à-dire que mon avis n'est pas du tout absolu. Il y a des gens qui ont des opinions différentes de ça et je les respecte absolument. Et vous avez le droit de me challenger. Je vous donne juste mon point de vue et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ouais, je pense aussi, mais voilà, je tiens à vous le dire là-dessus parce que j'ai des avis tranchés sur ces choses-là, mais j'en ai pas bouffé pendant 10 ans non plus. Mais en gros, ce qu'on reproche souvent à Rails, c'est quoi? C'est que Rails, en fait, il a été pensé pour, pardon, je vais reprendre ma petite craie, mais en fait, Rails a déjà une architecture qui est posée. Donc, je vous donne les fondations d'une maison, je vous donne les murs, etc., et vous n'avez plus qu'à mettre les meubles. En gros, c'est ça, Rails. Le problème, c'est qu'on ne conçoit pas du tout une église de la même manière qu'on conçoit un immeuble.
les fondations ne sont pas les mêmes, l'architecture n'est pas les mêmes. On est dans une optique aujourd'hui, on est beaucoup plus en train de faire ce qu'on appelle du domain-driven design. C'est-à-dire que l'architecture de votre appli, elle va être complètement différente selon l'appli que vous êtes en train de bâtir. Et vous avez vu, c'est ce qui a fait un des succès de Node, c'est que Node a été un premier à dire, en fait, moi je vous donne une event loop et vous vous démerdez les mecs. Et derrière, vous allez créer un serveur web, vous allez ajouter des routes et vous allez bâtir votre application et votre architecture autour de votre besoin métier. Et Node a été très intelligent. Node, il a d'autres problèmes en fait. Node, c'est hyper intelligent. Ce qu'ils ont fait, c'est une implément du modèle des acteurs. C'est très très bien fait. Et le JavaScript, qui est un langage orienté prototype, qui est très fonctionnel dans sa manière d'être, était parfait pour ce type d'utilisation. Mais JavaScript a plein d'autres problèmes. Voilà, JavaScript, il est monothreadé par exemple. Donc Node.js, dès que vous voulez avoir une mémoire partagée entre des threads, par exemple, ça ne marche plus, c'est impossible à gérer. Donc quand vous voulez faire de la très très haute perf, nous par exemple, ça a été, je vous le dis en expérience parce que j'ai fait énormément de Node.js et c'est une des erreurs techniques qu'on aurait dû, on l'a fait pour une bonne raison, mais en fait, ce n'était pas la solution technique la plus adaptée. On a fait un choix qui n'était pas technique. Parce qu'on avait besoin, typiquement, regardez, Node, donc Node, en fait, quand vous le lancez par défaut, vous savez qu'il n'occupe qu'un seul thread. Hein. Donc vos multicœurs, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce que vous faites pour occuper tous vos cœurs? Vous en lancez plusieurs. Ça s'appelle Node Cluster. Donc Node Cluster, c'est quoi? C'est comme si vous lanciez 10 fois la même appli Node.js et que vous mettiez un répartiteur de charge devant qui allait faire du round robin. C'est exactement ça, Node Cluster. Sauf qu'il fait ça intelligemment, c'est-à-dire qu'en fait, il va rediriger la socket à un niveau bien plus bas que si c'était un reverse proxy qui passe par le réseau et qui est du coup beaucoup plus lent et qui va vous permettre du coup d'avoir une charge qui est linéaire au niveau de son passage à l'échelle. Mais le problème, c'est que du coup, vous avez n fois la même app, mais vous n'avez aucune communication possible entre ces threads. Donc imaginez que j'ai un utilisateur et que j'ai besoin de stocker une donnée session de mon utilisateur pour aller plus vite. Et que derrière, l'utilisateur me redemande la même page, mais vu que c'est du round robin, je vais arriver sur le thread d'après, qui lui a pas cette info, qui va du coup aller devoir la chercher en base, etc. La notion de cache partagée n'existe pas. Donc en fait, Node a plein de soucis. Node a aussi les modules Node, c'est une infamie. Enfin, c'est juste que c'était pas fait pour ça, en fait, à la base. Donc, c'est des choses qui commencent à s'améliorer. Django, c'est le même combat. En fait, Django, c'est du Python. Python, c'est un langage de script. Donc, vous avez déformé l'utilisation d'un langage de script pour en faire un framework web. JS, c'est un langage de scripting navigateur qui a été déformé pour en faire un langage framework web. Et à la fois, ils ont plein d'avantages, à la fois, ils ont des inconvénients parce qu'ils n'ont pas été conçus pour créer des applis lourdes distribuées. Voilà, bon, plein de databases orientés documents ou key-value stores que vous connaissez sûrement. Sur le côté du mobile, on a des frameworks hybrides qui permettent de faire du develop once, run anywhere. Et on a même maintenant du backend as a service avec Firebase notamment. Les technos long term, en fait, le marché, il est assez... mais en fait, je ne vais pas vous montrer ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on en parle? J'en sais rien. On peut parler de segmentation du marché. En fait, demain, vous arrivez sur le marché de l'info. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je dois savoir? Je vais vouloir bosser sur quoi demain? Je ne sais pas, c'est une question que vous vous posez ou pas? Non? Vous savez déjà un peu la réponse? Du coup, tu as fait des études de chimie? Non, ELEC. L'info, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je voulais faire de l'info. Mais moi, j'étais beaucoup plus dans le réseau et télécom au départ. Mais oui, je faisais quand même de l'HTML à 10 ans, t'inquiète. Enfin, non, je ne suis pas non plus sorti du truc en mode coucou, ça a l'air quoi. Non, mais c'est juste pour te dire. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions là? En fait, je peux soit dérouler ce que je veux dire, mais c'est peut-être plus intéressant qu'on interagisse. Moi, c'est juste par rapport en fait, à tout à l'heure, par rapport quand je disais nouveau hack par 2025. Déjà, la question, c'est qu'est-ce que ça devient aujourd'hui pour empêcher ceux qui arrivent maintenant? Notamment, par exemple, il y avait HTTPS et Brière sur Mozilla, etc., qui ont se développer. Et est-ce qu'il y a des standards qui passent là-dessus? J'en sais rien. Je fais aucune veille là-dessus, donc je ne peux pas te répondre. Je suis désolé, j'aimerais bien, mais Il y a une question que vous me posez tout à l'heure, justement, c'est comment tu te tiens au courant de ce qui se fait? C'est un combat de tous les jours.
Je fais à peu près 3 quarts d'heure de veille techno par jour. Et en fait, c'est des seeds, des flux RSS. Vous n'êtes pas les premiers à me poser la question, donc j'ai open sourcé un repo avec toutes les sources par catégorie. Genre, tu veux Alors, je vous ai mis que les trucs qui m'intéressent un peu, mais genre, vous êtes intéressé dans le DevOps, ben voilà les blogs sur lesquels s'abonner. Vous êtes intéressé en Java, voilà les trucs. Donc, je vous file ça si vous voulez après. Mais voilà, c'est cool. Après, ce qui est cool, c'est qu'on est dans une boîte où il y a aussi beaucoup d'interactions et de gens hyper passionnés. Donc, en fait, on s'enrichit les uns les autres de ces feedbacks. Et on est sur Paris. Donc, quand tu es sur Paris, il y a plein de meet-up. Tu t'investis sur des trucs comme ça. Donc, dès que tu passes un peu là-dessus, c'est intéressant. En fait, Mathieu, ce qu'il est en train de mettre en place, justement, l'infrastructure numérique au niveau de la formation en ITC. Et il voulait savoir comment la formation pourrait pallier à ce problème d'accélération des changements. Comment on pourrait rester à jour au niveau de la formation. Alors, j'ai la chance de pouvoir intervenir dans une vingtaine d'écoles un peu de partout en France. Et tout le monde a des manières différentes de répondre à cette question. En fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on est toujours partagé, et c'est bien normal, entre vous apprendre les bases, les concepts, les paradigmes, et à vous préparer mieux pour ce qui vous attend après. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais truc, parce que ce qui va surtout dépendre, c'est où est-ce que vous allez après. C'est-à-dire que si tu as une boîte, comme beaucoup de boîtes, qui attendent que vous ayez 8 ans d'expérience sur un framework qui existe depuis 3 ans, qui veut que vous soyez bon partout, sur tous les trucs, et qui croit que quand vous sortez d'école, vous êtes top sur tous ces sujets-là parce que c'est le boulot de l'école, et effectivement, si on a passé beaucoup de temps à ton école à te faire du fonctionnel, des algorithmes et des langages qui ne sont plus forcément utilisés de la même manière, tu vas être mal avantagé. Par contre, il y a d'autres types de boîtes qui comprennent et qui disent en fait, finalement, le boulot de l'école, ce n'est pas de vous apprendre le monde de l'entreprise, c'est de vous apprendre à apprendre, de vous apprendre les concepts pour que vous puissiez maîtriser les choses que vous manipulez en dessous. Et en fait, ces boîtes-là, nous, la nôtre, c'est comme ça qu'on prépare. C'est plus de dire, en fait, comment est-ce qu'on peut vous emmener de là où vous en êtes là à très très haut sur la connaissance des frameworks et ces choses-là. Donc ça dépend vraiment des boîtes, en fait, et ça dépend des universités. Et franchement, je ne saurais pas quoi recommander. Je pense que la solution, elle se fait dans les deux, en fait. Moi, ce que j'essaye de conseiller, on a changé le cycle d'une école d'ingénieurs, l'école polytechnique de Sceaux, et c'était cool parce que je les ai accompagnés dans ce truc-là où leur dernière année, c'était comme d'hab, plein de modules. Vous connaissez le truc, hein, plein de modules séparés où chacun fait son petit truc dans son coin. Donc vous allez faire de la base de données, vous allez faire un petit truc comme ça, mais jamais vous mettez tout ça ensemble. Et du coup, en fait, vous avez un patchwork de petits modules dans la tête, mais en fait, on ne sait pas comment on fait en vrai. Et du coup, en fait, on a changé toute leur 5e année. Et tout leur premier semestre de 5e année, en fait, c'est un projet que les élèves choisissent. Et en fait, les cours viennent se greffer en fonction des besoins des étudiants. Le problème, c'est que ça implique que l'école se remette tout en question. Parce que Et puis, en fait, en général, tu as aussi besoin de gens qui s'y connaissent derrière. Donc, tu es obligé d'être accompagné par des industriels parce que les profs, ce n'est pas leur métier. Et eux, les profs, ils sont vachement mieux avant pour être capable de t'enseigner les paradigmes, les concepts. Les gens qui doivent être au top de la technologie, c'est les gens qui ont le nez dedans. Ce serait hyper dur d'être un prof, d'être un enseignant-chercheur et d'à la fois adorer la technologie sans avoir la possibilité de la mettre à profit dans un cas réel. Parce que les profs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme tout le monde, ils vont faire les tutos, ils vont suivre des trucs, mais à moins que tu sois un cas où tu as 100 000 utilisateurs derrière qui vont accéder à ta plateforme, tu ne vas pas te poser les mêmes questions de la performance et tu ne vas pas rencontrer les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est toujours c'est toujours spécial. Un mix des deux. Ouais. Sinon, pour le futur du web, je sais pas si vous connaissez le WebAssembly. C'est un des standards qui va arriver pour exécuter du binaire. En fait, je ne sais pas trop comment ça va évoluer tout ça, mais en gros, tu connais ASM aussi. En gros, le JavaScript est en train de devenir le bytecode du navigateur. C'est-à-dire que moi, je pense que d'ici 2025, plus personne codera du JavaScript. Tout le monde codera un langage un peu plus haut niveau, donc ce sera peut-être de l'ES. Enfin, ES commence à bien rattraper son retard. ECMAScript commence à devenir de plus en plus intéressant. Mais en fait, maintenant, on en est déjà là. C'est que vos JS, maintenant, on les minifie, on les obfusque. Donc, on fait en sorte que quand vous ouvrez le code source de votre navigateur, vous puissiez rien comprendre. On enlève tous les espaces.
Donc, on compile déjà du JavaScript, en fait. Et le JavaScript, c'est un langage qui est complètement universel. Et ASM, c'est un projet qui peut convertir n'importe quel langage, donc du C++, des trucs comme ça, dans un navigateur. Donc, regardez les talks, Funny Talk ASM JS, il y a un mec qui fait tourner un OS Linux dans un navigateur, qui exécute un navigateur, qui fait tourner un autre OS, qui fait tourner un navigateur, qui fait tourner un truc comme ça, et il voit jusqu'où il peut aller comme ça. Vous pouvez tout faire tourner dans un navigateur, en fait, dès aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va continuer. Et c'est le pari que Chrome a fait, en fait. Quand le Chromebook, le pari de Google, c'était de dire, en fait, demain, tout va passer dans votre navigateur. Mais je ne sais pas si ça marchera. J'ai hâte de voir. Parce que tu vois, par exemple, les applis mobiles, eux, ils ont choisi le contraire. Ils ont dit, non, c'est vos applications que vous mettez sur la plateforme qui sont importantes. Ce n'est pas le navigateur. Donc, je ne sais pas. J'ai hâte de voir, mais je n'ai pas d'avis sur la question. Vous avez d'autres questions? Moi, alors, ce que je peux vous montrer, c'est j'ai des trucs sur les changements qui ont été faits entre la période monolithe et la période DevOps, qui est une philosophie vachement active chez Netflix, chez des grandes boîtes, etc. On peut parler de motivation au travail, on peut parler de ce qui est important pour vous à la sortie de votre école demain, du type de job que vous voulez. On peut parler des technologies du marché, de segmenter le marché, des profils de carrière, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Quoi ? Alors, ma boîte Jog, on a un concurrent de Google Maps. Donc, notre boulot, c'est on fait de la carte, si tu veux. Donc, de la... Quoi? C'est utilisé où? Là, nous, on commence. Ça fait 2 ans qu'on est là, mais en gros, on a un peu plus de 300 références. SNCF, RATP, EDF, La Poste. Je ne sais pas s'il y a des motards, mais Liberty Rider. Quelques startups qui commencent à nous utiliser. On est au début. On a monté un partenariat Europe avec OVH qui nous héberge toute notre prod. Ouais. Tu peux paraître un peu con, mais du coup, vu l'ampleur qu'a Google là-dessus, qu'est-ce que vous proposez de plus ou de moins? Ouais, non, mais en fait, tu as raison. Bon, on peut parler de mon projet si vous voulez, mais ça me paraît plus intéressant de parler de vous. Mais je vais répondre à ta question. En fait, Google, il a une stratégie. La stratégie de Google, elle se situe où? Est-ce qu'elle se situe sur la map? La stratégie de Google, c'est quoi? Où est-ce qu'il fait de l'argent? C'est la donnée, en fait. Pourquoi est-ce que Apple vend un iPhone à 1 000 € et pourquoi est-ce que Google open source son OS? Parce qu'ils ont des stratégies différentes. Apple, il fait son argent où? Apple, son business model, c'est le marketing de luxe. Donc, c'est les seuls à se faire. iPhone 6, c'est 70% de marge brute. Il n'y a personne dans l'industrie qui se fait des marges comme ça. Personne. Donc, Apple, son business model, c'est le marketing de luxe, c'est sur le device. Android, lui, en fait, Nexus 7 II, il se faisait 5 $ de marge sur leur truc. Pourquoi? Parce que leur but, c'est que tout le monde sur Terre ait un truc comme ça dans sa poche. Parce qu'ils connaissent votre catégorie socio-professionnelle, vos habitudes, si vous êtes un homme, une femme, votre âge, etc. Tout ça, il connaît. Et ça, il peut faire du placement publicitaire, il peut enrichir ses données et être de plus en plus pertinent sur le marché. Dominer le monde, et puis voilà. Et du coup, en fait, Google Maps, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, Google Maps, c'est un service qui est en SaaS, qui ne peut pas fonctionner en service fermé. C'est un service qui est hyper cher, il faut le savoir. Google Maps, Uber, en août, ils ont décidé d'investir 500 millions de $ pour créer leur propre système de cartographie à horizon 2019. Parce que ça coûte hyper cher la carte. Google, ce qui est cool, c'est qu'ils ont un business model qui nous arrange énormément. C'est le business model du dealer de crack. C'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à ce que tu en aies trop besoin. Donc en fait, Google Maps, tout le monde croit... Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils partent du principe, c'est hyper intéressant, hein, parce qu'en gros, Google, il a des stratégies permissives sur sa carto, il vous laisse faire 100 000 vues de map par jour. 100 000 vues de map, c'est énorme, ça fait 3 millions de vues de map par mois. Donc vous pouvez rester dans un business model où vous ne payez pas la carte jusqu'à 3 millions de maps vues par mois. Par contre, depuis septembre 2016, Google se permet dans les applis web de pouvoir placer des points d'intérêt
concurrents sur vos cartes. Enfin, de la nature qu'ils veulent, ils les placent en violet. Donc aujourd'hui, tu es une chaîne d'hôtels, si tu ne payes pas Google, tu peux peut-être avoir des hôtels concurrents qui apparaissent en violet sur ta carte, si tu ne payes pas. Et puis après, il y a des modèles, mais en gros, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous dépassez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous laissent faire. Ils vous laissent dépasser, tranquillement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis un jour, ils coupent les vannes. Donc vous arrivez sur votre site à haut trafic, et la map ne s'affiche plus. Vous avez déjà dû faire ça, ça fait énormément ça sur les sites de réservation de concerts, par exemple, où la carte ne s'affiche pas et vous voyez un petit erreur dans Google Chrome ne peut pas s'afficher, vous avez dépassé les quotas, contactez votre administrateur. Poum. Et donc derrière, qu'est-ce que les gens font? Paniquer, ils appellent Google, ils disent bonjour, et là Google dit bon alors on va faire le point. Donc en fait, ça fait 1 an que vous dépassez ce quota-là. Donc c'est 1 million de dollars pour rattraper. Et puis après, pour continuer, vous avez passé sur un abonnement premium à 100 000 $ par an, etc. etc. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper malin. À leur place, je ferais exactement la même chose, qu'on soit clair. Je suis pas... Mais du coup, c'est cool parce que, en gros, il y a des gens qui veulent pas payer 100 000 boules pour ça. Il y a des gens qui veulent pas payer pour avoir leurs données seules et protégées sur leur carte. Et en fait, la carte, réalisez bien un truc, c'est que tout le monde en a besoin. Alors regardez, il y a 20 ans, une carte, c'était quoi? C'était un bout de papier que vous mettiez sur votre truc la veille d'un voyage, et votre papa traçait le chemin de A à Z jusqu'à la ville de destination. Et après, on avait confiance en notre capacité à communiquer avec les gens pour poser des questions en disant « Ok, je cherche cet hôtel, vous sauriez m'indiquer où à se diriger ». Ensuite, on a eu l'ère Mappy. Il y a Internet qui est arrivé et puis il y a eu des petits services de carto qui ont rejoint le numérique. Mappy arrive et Mappy, c'était quoi? Leur business model, c'était de dire en fait, cette recherche d'itinéraire et ce truc-là, fin à la ville, on va vous aider. Donc on va vous faire l'itinéraire, on va vous dire combien ça vous coûte, combien vous allez payer, etc. Par contre, le voyage, c'est toujours un truc que vous organisez. Vous allez imprimer le truc, vous allez le lire et vous allez le filer à votre copilote qui va vous guider tout le long du truc. Regardez maintenant. Vous entrez dans votre bagnole, vous ne savez toujours pas où vous allez ni comment vous y allez. Allez, on fait le petit sondage. Qui parmi vous est déjà sorti du métro et a fait 100 mètres juste pour voir dans quelle direction se déplaçait la bulle plutôt que regarder le nom des rues? En fait, ah là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire pour toi. Mais en fait, on est passé dans une ère d'assistant personnel, vous vous rendez bien compte, et du coup, on choisit de déléguer les choses à la technologie. Et parmi les choses qu'on a choisi de déléguer, le où et le comment je me dirige, c'est quelque chose qu'on a délégué à la techno. Et regardez, Uber, Airbnb, la plupart des services que vous avez, en fait, c'est des services qui sont basés sur la carte. Et ça, mon pari, en tant que patron de Jog, c'est que demain, ça va continuer à augmenter. Voilà. Et le marché est gigantesque. Voilà. Donc vous payez dès le début? De quoi? Vous payez dès le début? Ouais. Enfin, il y a un petit mode gratuit, mais le but, c'est de payer très vite. Ouais. Voilà. J'en ai ça. Voilà, mais en fait, je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés pour des stages chez nous, etc., mais je parlerai plus au nom de la société mère, c'est peut-être ce qui peut vous intéresser le plus. En fait, la société mère de Jog s'appelle Ibiz, et on est une boîte de 80 passionnés comme moi. Voilà. Et le principe, c'est quoi? C'est de dire, déjà, moi, ce qui me semble hyper important, je suis dans le comité de direction de cette boîte, c'est pour ça que je vous en parle, mais on a compris un truc, c'est que voilà, moi j'ai envie de m'éclater dans mon job. Le seul truc qui est important pour moi, c'est de me lever le matin et de faire un truc qui me plaît. C'est pour ça que demain on va hacker une Tesla, faire des drones et ça c'est nos séminaires de boulot. Vous voyez le genre de truc. Pour me sentir bien dans ma boîte, j'ai envie que ma boîte elle investisse dans mon projet professionnel. J'ai envie qu'elle me connaisse personnellement. J'ai envie de pouvoir choisir mes missions et les projets sur lesquels j'ai envie de bosser. Et pour ça, moi aussi, il faut que moi, je sois passionné de techno et il faut que je me donne les moyens d'y arriver. En fait, la boîte, elle fait ça. Quand vous arrivez, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vous paye un appart à 10 minutes à pied de la boîte, on vous forme pendant 2 mois et demi à plein temps sur un projet, on vous fait faire du tuning de performance, on vous fait faire du continuous delivery. Je vais vous faire chier, ça veut dire que vous êtes par petite promo et en fait, on va faire des code reviews tous les quelques jours où on démonte votre code ligne par ligne.
Et on va passer 2h30 à démonter chacune des lignes de votre projet, du projet que vous faites pour vous, en fait. Ce n'est pas pour la boîte, hein, c'est pour vous. Et ce projet-là, on le démonte ligne par ligne. Et à chaque fois que vous aviez copié-collé un petit bout de code sur Internet, je vais vous demander pourquoi. Je vais vous demander ce qu'il fait. Je vais vous demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est une montée en puissance exceptionnelle que vous faites parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Les gens croient que l'expérience s'acquiert juste en suivant des tutos, etc. Mais c'est faux. L'informatique, c'est de l'artisanat. L'informatique, c'est j'ai besoin d'un apprenti, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'apprendre à comment on fait en vrai, qui va me guider, et après, je vais pouvoir voler de mes propres ailes et continuer à faire ces choses-là. Et moi, l'info, contrairement à tous les gens qui voient ça comme un truc pour les geeks, etc., à chaque fois que des gens me disent « Ah ouais, t'es un geek », je leur dis « Ouais, je suis un geek », et je leur dis « Je suis un peu le menuisier de l'info ». Le menuisier, c'est quoi? La seule différence, c'est quoi? C'est que les seules matières premières dont j'ai besoin, c'est ça et ça. Et j'ai rarement vu des menuisiers qui montent des business à plusieurs milliards de dollars. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Et ceux qui ont compris ça, eh ben, ils sont hyper bienvenus dans la boîte. On a compris un truc, c'est que vous n'êtes pas les meilleurs. Par contre, ce que je veux, c'est du potentiel, de la passion, des gens qui ont envie d'en bouffer parce qu'on vous paye des certifications Oracle que vous passez au bout de 4 ans d'expérience. Vous les passez au bout de 3 mois de stage. Mais ça veut dire que vous vous farcissez 1000 pages de bouquins en anglais le soir et le week-end chez vous. Première semaine, vous n'avez pas d'horaire de travail. Vous avez juste un hackathon entre vous pour apprendre à vous connaître, à faire du team building. Vous avez un hackathon à mi-parcours. Vous avez des formations sur le test de performance, sur React, sur Angular, sur Android pour vous ouvrir un peu les œillères. Et le prix à payer de ça, bon, on a une sélection un peu drastique, mais c'est juste de dire en fait, vous êtes passionné, vous en avez envie. Et si vous savez nous le montrer et aussi le faire sur la continuité, vous allez vous éclater avec nous. Voilà. C'est pour le petit speech. Voilà. Après, voilà, on part en vacances à Valence en octobre, on fait 3 séminaires par an, mais ce n'est pas pour ça que vous devriez aller dans cette boîte. On prend que les projets, on prend que les PFE, enfin que les dernières années, parce que le but c'est de vous garder avec nous après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, on est cool. On a 25% de meufs cette année dans les stagiaires. C'est bizarre, donc les filles, vous êtes bienvenues. Non, mais on rigole, mais vous savez quoi, c'est hyper important. On est une des boîtes qui a un quota de nana le plus élevé. Et c'est cool, enfin, c'est bien. Et voilà. On n'a pas encore la parité, hein, c'est dommage. Mais ouais, c'est à cause du système scolaire. Hein. Moi, franchement, je vous considère comme les survivants du système scolaire. Parce que je pense un truc, c'est que tous les bons en informatique, les meilleurs en info, on les perd tous. Parce que, regardez l'artisanat, c'est des trucs qui sont hyper pas scolaires en fait. C'est des gens qui doivent être créatifs, imaginatifs, qui apprennent en s'amusant. Et en fait, ces gens-là, en général, ils arriveront jamais au stade où l'info va être marrant pour eux. Et c'est con parce que vous êtes des survivants et vous êtes peut-être super bons, mais peut-être que les meilleurs, ils sont déjà partis. Et ils sont en train de faire un job qui ne leur plaît pas. Ça me fout les boules. Et voilà. Et bon, vous avez bien compris, de toute façon, quoi qu'il arrive, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil avant de partir, parce que moi, j'ai eu une chance incroyable. Parce que en sortie d'école, je sais pas, je connais pas votre niveau de maturité, mais moi, j'ai habité un peu en Californie, donc je revenais avec la tête plein les étoiles, en mode vas-y, je vais prendre un job, je prends le truc qui me donne le plus d'argent, je vais aux US, je vais m'éclater, etc. Et puis on verra pour la boîte, on s'en fout. Et j'ai eu la chance de tomber sur une boîte où en fait les mecs t'ont dit en fait le plus important dans votre carrière, c'est vous êtes parti pour bosser 50 ans, vous le savez. Hein. Donc il vaut mieux pas aller chercher votre gratification immédiate, parce que là tout le monde vous veut, hein, quand vous sortez, vous savez, tout le monde vous veut, on va vous proposer plein de trucs, on va vous faire miroiter plein de choses, mais faites pas l'erreur de vous faire enfermer comme trop de gens dans une boîte qui vous promet des choses et qui ne délivre pas. Alors, petite question, on peut faire un petit jeu là. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre premier job demain? Qu'est-ce que vous recherchez? Mais soyez hyper honnête, enfin, je veux dire, je peux le mettre tout de suite, l'argent. L'argent, c'est hyper important. Quoi? Je sais pas, pour vous, c'est une question. C'est pas important pour vous l'argent? Tu veux quand même manger et avoir un toit, non? Après, tu kiffes peut-être vivre chez tes parents.
Non, mais dites-le moi, enfin vraiment, soyons hyper... C'est des salles de sieste. Salle de sieste, ok. Non, mais tu déconnes, mais nous, ils nous l'ont demandé, et du coup, c'est pour ça qu'on l'a. Hein. Je sais pas, c'est vrai que l'ambiance. Ah, de la bonne bouffe, ouais, Du du fun. fun. Ok. Apprendre. Quoi? Apprendre. Apprendre. Ouais. Pourquoi? On va se faire chier à me demander à bosser 40 heures après les heures de boulot. Surcharge. Il faut clarifier la position. Surcharge de travail. Alors, j'ai une question pour toi, mais c'est quoi pour toi une semaine de travail normale du coup? Entre 35 et 40, ok. Et quand tu je sais pas, tu as une passion, tu fais du sport, ou il y a des trucs qui t'éclatent en dehors de l'école? La musique. De quoi? La musique. La musique? Ok, super. Si je te donnais l'opportunité de faire de la musique quand tu voulais, tu ferais combien d'heures par semaine? Ouais. 35. En fait, ce que je vous dis, c'est que du moment où c'est votre passion, ça n'a plus d'importance. Moi, moi, j'étais le mec qui se levait à 8h58 le matin pour aller à 9h et qui se disait « Ouais, je suis large, en fait, je peux encore me faire une petite minute. » Tu vois, enfin, j'adore dormir, c'était génial. Maintenant, je me lève à 6h du mat tous les matins juste pour avoir le temps de faire plein de trucs, de m'éclater, de faire ma veille, etc. J'ai pas l'impression de bosser un seul jour de ma vie. Alors, bien sûr, il y a des jours plus durs que d'autres et je rentre chez moi à 18h30 le soir, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important de ne pas être surchargé de boulot. Par contre, si tu as de la chance et que tu trouves un job qui te plaît, ce ne sera jamais un problème en fait. Les heures, elles vont défiler. Et je suis d'accord, hein, moi aussi, j'avais envie de mourir dans l'amphi comme ça. J'aurais jamais été dans une conf comme ça ce soir, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, jeudi soir, c'était apéro avec les copains et puis il n'y a rien qui passait. Mais j'espère pour toi que ça, en fait, ce sera important parce que si tu as ce problème, en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu te poses la question de ça, c'est que tu n'es peut-être pas dans la boîte de tes rêves. Et si tu es dans la boîte de tes rêves, tu auras une boîte qui aura compris qu'il faut ce qu'on appelle un rythme soutenable. Ça, c'est un des principes bases de l'agilité, et c'est qu'en fait, tu ne surcharges pas tes gens de boulot. Et qui doivent faire... regardez Netflix, hein, ils n'ont pas d'horaire de travail. Pas d'horaire de travail, et ils ont vacances illimitées. Alors Netflix, ils ont un autre problème, c'est qu'en fait, les gens ne prennent plus assez de vacances et font des burn-out. Ouais, c'est hyper culpabilisant. Donc, en fait, on n'a pas la solution. C'est un point hyper intéressant. J'espère que ce ne sera pas votre j'espère que ce sera pas votre primary concern. Mais c'est clair que si vous avez une boîte qui vous dit « Ouais, donc nous, vous venez ici, c'est pour bosser 50 heures par semaine. Sinon, ça ne sert à rien. » Ouais, je comprends que ça te fasse chier. Et moi aussi, ça me ferait chier à ta place. Mais tu vois, je garde des méga bons souvenirs des périodes de rush avec mon équipe. Tu vois, des périodes où on s'est dit, bah merde, on a ce truc-là. On a fait, l'année dernière, j'étais speaker au State of the Map, c'est la messe mondiale de la carte, et on a fait le plus grand test de charge au monde de tuiles de cartographie. On a fait ça avec OVH, qui nous a prêté une blinde de serveurs. Et nous, en fait, on est des bons de la performance, et du coup, on a voulu essayer de générer un trafic mondial de plus de 1 trillion de maps par mois. Donc ça générait, il s'est passé des trucs. Déjà, on a pété les infras d'OVH, on a saturé leur switch interne, parce qu'au-dessus de 40 gigabits seconde, leur truc déconnait complètement. On a déclenché une attaque, leur alerte anti-DDoS qui a banni tous nos serveurs de la carte. Enfin, on a fait plein de trucs hyper drôles et on s'est vraiment éclaté là-dessus. Sauf que pour produire les contenus et faire ça, il s'est passé des soirées, on est resté le samedi, le week-end, où on a vécu que pour le projet, avec pizza, bière, des trucs comme ça. Bah, tu sais quoi, ce truc-là, j'en garde un souvenir exceptionnel. Alors c'est sûr que si c'est toutes les semaines, ouais, tu te tires une balle et tu fais un procès au prud'homme, on est d'accord. Mais voilà, j'espère qu'en fait, ce qui sera le plus important pour toi, c'est le fun, c'est l'équipe, les gens avec qui tu bosses, l'énergie que tu mets dans ton boulot, le fait... Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Les gens avec qui tu bosses, donc... Ouais, ok, donc environnement... Ouais, impact. Alors impact, ça veut dire quoi? Parce que par exemple, tu vois, moi, Amazon m'a envoyé une offre d'emploi l'autre fois, et c'était pour travailler sur les outils de monitoring de CloudWatch. Donc ça a un impact en termes de volume
de requêtes et de nombre de personnes gigantesque. Par contre, j'allais peut-être bosser sur un bouton pendant 2 semaines. Donc, c'est quoi impact? L'impact, c'était plus un impact au niveau du durable. Comment j'allais proposer une techno qui allait demain rendre une société. Ouais, ok, d'accord. Donc, collègue, impact, quoi d'autre? Finalité. Pourquoi? Ouais. Alors, il y a un des trucs intéressants, hein, parce que tout ce que vous dites, en fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément en rapport avec l'info. C'est des choses qui sont en rapport avec votre manière de concevoir le boulot. C'est ce qui est important pour vous, c'est de la reconnaissance. Vous n'avez plus envie de hiérarchie, en fait. Enfin, nous, on n'a plus de hiérarchie dans la boîte, par exemple. On a complètement aplati ça, on a des pôles de responsabilité. Et les gens sont complètement autogérés. Ça implique beaucoup plus de responsabilité de votre part, parce que vous êtes en tête. Par contre, c'est hyper intéressant, parce que vous avez, pour une fois, l'impression de tous avancer dans la même direction. Il n'y a pas des gens qui vérifient votre travail et qui vont vous taper sur les doigts. Par contre, vous êtes responsable de ce qui se passe. Donc ouais, là, je suis hyper d'accord avec toi. Alors après, il y a finalité au sens de faire quelque chose. En fait, vous connaissez Dan Pink ou pas? Alors, vous connaissez les TED Talks, le site TED? Allez, vous regardez le Motivation, Surprising... Allez, vous regardez, c'est 20 minutes de votre vie qui ne seront pas perdues. Ce mec-là, il s'est gosé depuis 25 ans à dire qu'il y a un écart énorme entre ce qui fonctionne en termes de méthode managériale et ce qui est appliqué en entreprise. Il dit les boîtes, elles sont dans des modes carotte et bâton, c'est-à-dire incentive, bonus, objectif. Et en fait, le problème, c'est que ces choses-là, ils vous détournent de votre envie première. Tu prends des maternelles, tu leur fais dessiner un truc, tu donnes des gommettes à des gens et les autres, tu les fais juste dessiner pour dessiner. Tu donnes des gommettes à des gens et à la fois d'après, tu leur donnes plus de gommettes, les petits arrêtent de dessiner. Pourquoi? Parce qu'ils ne dessinent plus pas ce qu'ils ont envie de dessiner, mais ils dessinent parce qu'ils veulent avoir la gommette. Et du coup, c'est génial parce que des trucs qui sont faits pour te motiver à faire quelque chose, en fait, déshumanisent complètement le processus qui te donne envie de faire un truc et du coup, en fait, tu n'as plus envie de le faire. Donc voilà, et il dit en fait ce qui marche pour les gens, c'est 3 trucs. Alors ils disent, de toute façon, ça ne veut pas dire que c'est en remplacement de la paye, des bonus et des choses comme ça, parce que ça, en fait, il faut enlever cette question de la table. Il faut que vous ayez assez pour vivre, pour être heureux, et que vous n'ayez plus à vous occuper de ça pour vous centrer sur le reste. Maintenant, pourquoi vous vous levez le matin? Et il dit, autonomie, mastery et purpose. Autonomie, pouvoir faire ses propres choix, être capable d'être responsable, d'avoir un impact sur ce qu'on fait et de prendre ses propres décisions. Mastery, notre envie de toujours devenir meilleur en meilleur. Bah ouais, parce qu'en fait, on se fait chier si on fait toujours la même chose. Si vous faites du TMA et que vous remplissez toujours les mêmes fichiers, bah votre job, il n'est pas intéressant. Regardez-vous quand vous êtes enfant. Quand vous êtes enfant, vous êtes une putain d'éponge qui est curieux de tout. Vous demandez pourquoi jusqu'à ce que vos parents aient envie de vous taper et de vous foutre la tête dans le mur. Et en fait, on est curieux naturellement. Et vous allez être épanoui dans votre boulot si vous vous remettez dans un climat où vous le faites, parce que vous avez plus l'habitude. Je ne dis pas ça, mais je sais comment ça fonctionne, l'école. Hein. Tu as un partiel, tu révises les 2 jours d'avant, et puis 2 jours après, tu as oublié le truc. Les profs, tu as ceux qui sont sympas, et dans ce cas-là, tu viens en cours, tu apprends plein de trucs. Puis tu as ceux qui sont compétents, mais absolument pas pédagogues, et tu ne vas jamais à leur cours et tu n'apprends rien. Donc en fait, on est un petit peu blessé et traumatisé quand on arrive sur le marché, parce qu'on associe à l'apprentissage des choses qui ne sont pas toujours positives. Alors qu'en fait, c'est génial d'apprendre des nouveaux trucs. Et je vous garantis que tout le monde, dans son job, a envie de s'épanouir. Ça peut être soit en étant meilleur dans votre domaine, soit en vous transversalisant et en prenant d'autres choses dans d'autres choses. Et purpose, c'est quoi? C'est impact, finalité. En fait, c'est de vouloir bosser pour une cause qui vous dépasse. C'est si tu bosses pour des gros connards que tu ne respectes pas, eh ben, en fait, ton boulot n'a pas de sens. Il n'y a pas de pourquoi dans ce que tu fais. Tu le fais pour pouvoir manger à la fin de la semaine. Par contre, tu bosses pour un projet humain dans lequel tu as envie de t'investir, que tu t'associes à une cause à laquelle tu crois, à laquelle tout le monde dans ta boîte croit, et vous avancez ensemble dans cette direction, et ben, ça transcende ce que tu fais. Et là, tu vas te lever le matin avec la patate. Voilà. Et pas mal de boîtes ont compris ça aux US. Peu de boîtes ont compris ça en France. Nous, je ne dis pas qu'on l'a compris, mais on est sur la bonne voie. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, parce que moi, je ne conçois pas bosser autrement, en tout cas, dans ma vie. Et tous ces trucs-là que vous avez dit, eh ben,
faites-en les questions que vous poserez en entretien aux boîtes qui vont vous recruter demain. C'est-à-dire, au lieu de leur demander, bon, vous pouvez leur demander si vous avez de la bouffe gratos à l'intérieur, mais en fait, voilà, moi je suis quelqu'un d'hyper curieux. Est-ce que y a un processus de formation? Par qui je vais être accompagné pendant mon stage? Est-ce que j'ai l'opportunité d'avoir quelqu'un qui me guide, etc. Ou est-ce que je suis plus... ils utilisent vachement le terme en autonomie, vous savez, qui veut dire que vous êtes dans votre salle, sur un petit POC, à faire votre truc dans votre coin, et puis on vient vous voir tous les 2 mois. Vous pouvez apprendre plein de trucs, en fait, mais est-ce que ce sera aussi enrichissant qu'être accompagné par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Voilà. Et puis au-delà, une fois que je suis embauché et que je suis en CDI, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a la possibilité, je sais pas, d'aller voir des conférences? Est-ce que la boîte nous paye des confs? Nous, on vous paye la conf de votre choix de développeur dans l'année, même si elle coûte 600 boules. C'est pas grave. Faites-vous plaisir. Est-ce qu'on a du team building? Comment sont organisées les équipes? Vous allez me proposer une mission, parce que c'est super bien de commencer par une boîte de service, hein, parce qu'il n'y aura aucun autre moyen de rentrer dans des grands groupes et de faire plein de projets différents. C'est hyper intéressant. Mais il y a les bonnes et les mauvaises boîtes de service, et il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises boîtes de service. La différence, c'est quoi? Est-ce que je peux choisir mes missions? Est-ce que je peux choisir les technologies sur lesquelles je fais mes missions? Si demain, je suis mal en mission, comment ça se passe? Est-ce que je peux en sortir? Comment vous gérez ma formation continue au-delà de ces choses-là? Ça, c'est des questions, si vous ne les posez pas à votre employeur, vous prenez le risque de vous faire baiser, en fait. Et vous prenez le risque de vous réveiller à 2-3 ans d'expérience complètement cramé par l'info, à être dégoûté de ce que vous faites, et vous allez passer sur d'autres métiers, sur des choses comme ça qui vous intéressent bof. Et c'est dommage parce que vous auriez peut-être pu vous éclater. Et ça y est, en France, on est enfin en train de réaliser que le software engineering, c'est quelque chose d'intéressant. Et j'ai plusieurs potes qui sont dans la Silicon Valley et qui se font des centaines de milliers de dollars à l'année, qui n'ont même pas 30 ans. C'est compris et ça va être de plus en plus compris. Dans la liste des meilleurs jobs au monde, ils ont un indice aux US. Les 2 premiers, c'est Data Scientist et DevOps. Et c'est tous les jobs du monde. Il y a médecin, etc. Mais tout est loin derrière. Vous êtes dans les jobs les meilleurs du monde, les mecs. Alors maintenant, si vous voulez décrocher ces jobs les meilleurs du monde et avoir des boîtes qui sont les plus cool du monde, il va falloir aussi que vous vous investissiez. Parce que ces boîtes, elles vous donnent un socle, mais la différence, c'est vous qui la faites. Donc ça va être vous à commencer à vous réintéresser à ce que vous faites, à vous lever le matin pour comprendre, pour faire un peu de veille technologie, à aller boire des bières et bouffer des pizzas avec vos potes dans des meet-up pour écouter des gens parler, découvrir des autres choses et cultiver votre curiosité parce que votre métier, vous l'avez vu, il change continuellement. Ce que vous avez appris en cours, vous allez peut-être le jeter à la poubelle dans 2 ans. Donc c'est un milieu qui est aussi hyper exigeant de ce côté-là. Et si vous voulez juste vous faire un petit boulot, faire plein de sous et puis rentrer chez vous le soir pépère, il y a plein de boîtes qui vous permettront de faire ça. Juste pas la mienne. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que ça va? Ouais? Tu peux me tutoyer. Je sais que je suis chauve, mais j'ai 27 ans. C'est ça. Super. Bon, voilà. Merci de votre attention. Ah, on va faire un dernier truc. Merci. Ce qui est hyper important de partout dans votre carrière, c'est le feedback aussi. Et pour moi, c'est important aussi. Donc, on va faire ensemble ce qu'on appelle un ROTI. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà fait. Un ROTI, ça veut dire Return on Time Invested. Donc, en gros, je vais juste vous demander, sur une échelle de 1 à 5, de lever la main. 1 étant, j'aurais préféré boire des bières avec mes potes, et 5, c'est le meilleur jour de ma vie. Notez le temps que vous avez passé ici et ce que vous avez... Voilà. À 3, on fait ça? Ça vous va? 1, 2, 3. Non, tu lèves la main. 3. Voilà. Et donc, la deuxième partie que je ne vous ai pas dit, c'est en gros... Ah non, gardez les mains levées. Donc, c'est en gros... Alors, ceux qui ont mis 5, baissez la main. Et merci. Ceux qui ont mis 4, baissez la main. 4 et... Alors, tu vas garder ta main debout. Et ceux qui ont mis 3, donc en fait, on demande aux moins bonnes notes, qu'est-ce qu'il t'aurait fallu à cette conférence pour mettre un point de plus? Un peu de sommeil. Ok, très bien. Et les autres, voilà, tout feedback est bon à prendre en fait. Si vous avez des recommandations à faire, je sais que j'ai été un peu brouillon ce soir, je m'en excuse. Je prends plus de temps pour préparer d'habitude, mais là, avec l'Ermitage, c'était un peu complexe. Mais
Mais voilà, si vous avez des suggestions, allez-y, c'est le moment, c'est hyper important. Il y a le comité de pilotage du GI qui est en cours pour rénover le GI. Vous en pensez? Vous voulez Ouais, j'aimerais beaucoup, malheureusement, je peux plus prendre le temps de m'investir autant dans ces choses-là. Mais on peut revenir donner une autre masterclass avec plus que... Déjà, merci de vous être bougé le cul un jeudi soir. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Merci à tout le monde.